Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes remis de ce week-end bien chargé, très chargé en formule de promotion. J'espère que ton rhume va mieux, un peu mieux, mais bon, vu que j'ai taffé toute la journée, pas tellement. Merci à ceux qui sont déjà là présents dans le chat. Merci à JHHIU9940, donc c'est la première fois dans le chat. Merci beaucoup aussi à Livia Popa pour le follow. Ça recommence la semaine prochaine. Alors en plus léger quand même, puisque ce week-end, il n'y a que, entre guillemets, que la F1, la F2, la F3. On n'a pas la Freca, on n'a pas la F1 Academy. Oui, on n'a pas la F1 Academy. Eh ben merci à JHHIO9940. Pas facile à dire ton pseudo. Mais on n'aura pas la F1 Academy, on n'aura pas la F4 française, on n'aura pas la Freca. Voilà, on aura juste la F1, F2, F3, ce qui est déjà pas mal. Vous en conviendrez assez aisément. Évidemment, vous connaissez comment fonctionne la chaîne. J'ai préparé un peu en deux spi un PowerPoint pour revenir sur tous les championnats. Bonsoir Romero, bonsoir à ceux qui sont déjà présents dans le chat dès ce début de live. On va faire, à moins qu'on se fasse raid par des pilotes, comme ça a été le cas lors de l'un des derniers débriefs, si on se fait raid par des pilotes de Freca, voilà. On va commencer dans l'ordre avec tout d'abord la Formule 2, puis ensuite on ira en Formule 3, ouais, jusqu'ici c'est logique. La Freca, la F1 Academy, la F4 française, et j'ai préparé. Oui, oui, Nitram Nitrin, j'ai parlé très vite fait, enfin j'ai fait une diapo juste pour les classements en GB3, puisqu'il s'est passé des choses, même côté français en GB3, oui, oui, oui. Et en karting, même si la fin n'était pas celle escomptée côté français, c'était la fin escomptée côté belge. Écoutez, on commence sans plus tarder par la Formule 2. La Formule 2 avec ce classement et un pilote qui atteint la limite honorifique, la limite symbolique des 100 points, c'est Paul Aron. Paul Aron qui nous a sorti quand même un gros week-end, mais il y avait mieux à faire quand même, on y reviendra, il n'a pas assommé la concurrence alors qu'il aurait vraiment pu, je pense. Un petit caméo de Caranta ou d'Estre, je dirais pas non. Moi non plus je dirais pas non. Alors Estre, force à lui, hein, on y reviendra, hein, mais on avait commenté la course de F4 française dimanche. Estre, il s'est un peu fait bully, s'est un peu fait victimiser par un peu tous les pilotes, donc force à lui. Il aurait pu mettre un KO à Jar Aron, c'est ballot. Bah ouais, clairement, il y a vraiment une grosse occasion manquée pour Paul Aron, alors qu'il accroît quand même son avance au championnat. Hein. Il passe de 5 à 9 points d'avance sur Adjar. Mais voilà, c'est pas. Voilà. En partant en pôle et avec Isaac qui partait P11, je pense que Paul Aron sortira peut-être plus frustré que ne l'est Isaac Adjar. Quand tu vois la perf de Hightech et leur pit stop quand tu compares avec Adjar l'an passé, non mais c'est un truc que je comprends pas parce que autant je peux comprendre que Hightech ils aient mieux géré la nouvelle réglementation de voiture, etc. Enfin, on a vu, ça a totalement rebattu les cartes. ART, Prema sont à la rue, Hightech et Campos sont les équipes dominantes. Enfin, vite fait, il n'y a plus vraiment d'équipe dominante, mais voilà, ils ont vraiment bien géré la réglementation. Mais par contre, pourquoi les arrêts au stand, pourquoi les stratégies, pourquoi maintenant ça fonctionne? Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'an dernier? Je ne sais pas, je ne sais pas. Isaac fait une saison de champion, il remonte toujours dans le classement, il limite bien la casse à chaque fois. Ah ben, clairement, franchement, bah, évidemment, il y a peut-être un petit peu de frustration du fait qu'on n'a pas vu Isaac sur le podium ce week-end, qu'on n'a plus l'habitude. Hein, il nous a fait 3 week-ends d'affilée où il gagnait, hein, voilà, avec la petite astérisque à propos de Monaco, où il aurait dû avoir la victoire sans la virtual safety car dans les 3 derniers tours. Mais voilà, Isaac qui a été très impressionnant. J'ai toujours pas compris son départ, il est passé où? Sensationnel, mais sensationnel, et il faut ce genre d'action, ne serait-ce que pour le titre de Formule 2, de, de compenser cette qualification ratée, mais aussi pour la F1, il faut montrer voilà que il n'a pas de points faibles, que un peu tout, c'est ses points forts. Et là, voilà, les départs, je savais pas spécialement que c'était un de ses points forts, mais là, il en a fait un sensationnel. J'avoue que j'ai eu un peu peur à un moment que ça puisse être considéré comme un faux départ ou je sais pas quoi, mais il a juste été génial. Le temps de réaction était très bon. Et surtout dans la deuxième partie, dans la deuxième impulsion avec l'embrayage, etc., c'est super bien passé. Euh, voilà. Sur ce même départ, il y avait aussi Victor Martins qui avait fait un bon départ, si.
Le temps de réaction était bon, mais ensuite, dans l'embrayage, dans la deuxième impulsion, ça a été beaucoup plus compliqué. Le départ a dû inspirer Russell un peu plus tard. Ah bah oui, Isaac Hadjar inspire les plus grands, évidemment. Pepe Marty parti comme une balle à Bahreïn et là plus rien. Alors il y a du mieux, il y a eu du mieux à Barcelone. On peut pas dire là plus rien. Mais il s'est complètement noyé sur les derniers meetings et il y a eu un peu de mieux. Il a un peu sorti la tête de l'eau à Barcelone, mais il se prend une grosse claque par Isaac Hadjar. Et même moi, ça m'étonne un peu. Vous savez à quel point je soutiens nos pilotes français, en particulier Isaac Hadjar. Je m'attendais pas à une différence pareille. Cap Bortoleto aussi rapide, mais très sale en piste. On va y revenir sur Bortoleto. Donc ensuite, derrière ce duo de tête c'est un peu décroché au final, hein, car Zayn Maloney n'a marqué que 6 petits points. Il plafonne un peu, entre guillemets. Quatrième, revenu du Diable Vauvert. Purée, mais il n'y a que dans les lives que j'utilise des expressions de vieillard. C'est incroyable. Bref, voilà, revenu d'outre-tombe, Jack Crawford. Voilà, il était en dehors du top 10 ou 10e du classement avant Barcelone. Il ressort en 4e position avec une victoire en course principale pour Dams. Chapeau, chapeau bas. Il faut parler du rythme des Dams, mais même au-delà du rythme, la stratégie a été exceptionnelle et oui, le rythme a été fantastique aussi. 5e, Denis Sauger qui perd gros avec un 0 pointé. Il voit Franco Colapinto revenir à hauteur. Gabriel Bortoleto est juste derrière. Gabriel Bortoleto qui... Attendez. Oh, je suis un touriste. Hein. Je suis un touriste, mais je viens de m'apercevoir que Gabriel Bortoleto, il finit 10e de la course principale, ce qui veut dire qu'il a très certainement reçu une pénalité. Attendez. Ah, le live préparé à la perfection, mais j'ai l'impression que Gabriel Bortoleto a reçu une pénalité pour globalement son œuvre générale. Bortoleto qui, on avait suivi le live hein, hier, qui avait fait du grand n'importe quoi, en piste. Avec des coups de roue, avec Kouchmaini. Oui, il a reçu. Ah bah très bien, c'était totalement passé sous mon radar. Ah ok. Eh bien écoutez, on en apprend tous les jours. Freca 2021, Adrien David les battait tous. Et oui, certes. Il battait Paul Aron, il battait Isaac Hadjar, il battait Zayn Maloney, il battait... voilà, certes. Je suis d'accord. Il a pris une pénale pour l'action sur Maini, bah légèrement mérité, mais après Maini est pas exempt de tout reproche non plus, mais Bortoleto, en fait, toute son œuvre générale durant la course, c'était assez lunaire. Hein. Et d'ailleurs, voilà, Kouchmaini, il fait partie de mes tops hein, dans quelques diapos, mais oui, Kouchmaini, c'est cool de le revoir un peu sur le devant de la scène. Donc 8ème Kouchmaini avec un nouveau podium. Andrea Kimi Antonelli 9ème, un 0 pointé certes, mais je trouve qu'il y a quand même du positif comparé à son coéquipier. Aïe 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 aïe. 10ème Zach O'Sullivan qui a pas su continuer sur la lancée de Monaco. 11ème Enzo Fittipaldi dont on apprend avec ce classement Wikipédia qu'il est toujours en Formule 2. Oui, il fait bien toutes les courses, il les termine en plus. Mais voilà, on ne le voit plus. Juan Manuel Correa, ça franchement, le gros smile pour Juan Manuel Correa. Alors là, on pourrait dire revenir d'outre-tombe presque au premier degré, mais voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 5 ans, il a eu son terrible accident à Spa-Francorchamps en 2019, avec le regretté Antoine Hubert. Juan Manuel Correa qui a signé son premier podium, on pourrait même dire qu'il a signé ses 2 premiers podiums. Le premier lui avait été retiré pour une pénalité pour track limit, il a pris sa revanche de manière absolument magnifique le dimanche, avec une stratégie alternative. 13e, Pepe Marty, 14e, Victor Martins, donc avec cette première victoire, mais cet abandon très prématuré lors de la course principale. 15e, Amaury Cordil qui n'a toujours rien à faire aussi haut. 16e, Rito Momiata. 17e, Oli Berman qui a peut-être probablement passé le pire week-end de sa carrière. En vrai, je pense, j'en vois pas beaucoup. En fait, je me demande comment ça pourrait être aussi catastrophique. Oli Berman qui a vécu un samedi et un dimanche et un vendredi, hein, les qualifications étaient aussi complètement ratées. Voilà, un week-end catastrophique. Un 0 pointé pour Prema, ouais, bah à la rigueur Antonelli lui il avait le rythme pour viser mieux, mais voilà son calage autour de formation l'en a empêché, mais 0 pointé dans tous les sens du terme pour Prema. Ensuite on a Richard Verschoor, Joshua Durksen, le malheureux Joshua Durksen qui avait la stratégie alternative et qui
sans cette panne mécanique à la mi-course, au vu du rythme de Correa qui était sur la même stratégie et qui était 6 secondes derrière lui, Joshua Dirksen aurait pu légitimement prétendre à la victoire, grand minimum au podium. Donc un peu de frustration évidemment pour le pilote paraguayen qui est quand même une grosse surprise de cette saison. On sent ensuite Roman Stanek, Taylor Barnard et Rafael Villagomez qui clôturent ce classement et qui a 8 points et c'est déjà beaucoup trop pour un pilote pareil. Dirksen toujours fasciné par ses qualifs. Ouais, non, c'est impressionnant parce qu'en Freca, il m'impressionnait pas tellement sur ses qualifs. Je disais même que c'était plutôt un pilote de course. Euh, ouais, Dirksen, c'est un pilote de course. Non, mais enfin, qui est plus fort en course. Je me rappelle de certaines courses en Freca sous la pluie où il avait été très impressionnant. Mais là, c'est surtout en qualif qu'il impressionne. Donc bon, félicitations à lui. On commence. Crawford va être intéressant à suivre à Spielberg, il est toujours excellent là-bas. C'est vrai. C'est vrai. Un Sud-Américain avec un nom allemand. Oula, le live des rap dès 19h12, j'ai pas signé pour ça moi. Martins, voilà, on va commencer notre petit focus pilote par pilote. On va pas faire tous les pilotes évidemment, mais voilà, les pilotes les plus dont on a le plus entendu parler. Victor Martins, vainqueur de la course sprint avec la manière. Vous pouvez pas dire le contraire. Franchement, partie deuxième, super départ. Il a pris la tête et voilà, il l'a pas lâché. Enfin, victoire avec 5 secondes d'avance. Splendide, splendide. Et évidemment, il y avait beaucoup d'excitation autour de Victor Martins. On s'est dit, eh, l'an dernier, il avait un premier tiers de saison très compliqué avec beaucoup de pénalités, de disqualifications, d'accidents, d'erreurs, etc. Et il y avait eu Barcelone, ça avait fait double podium et à partir de là, ça avait enchaîné podium, podium, victoire, podium, etc. Euh, voilà, après cette victoire, je me suis dit, et je pense que j'étais clairement pas le seul à me le dire, voilà, ça va être le déclic. Et il y a eu le départ de la course principale, donc Victor Martins partait 9ème. On rappelle que Isaac Hadjar partait 11ème derrière lui et finit 5ème. Euh, Victor Martins qui a malheureusement foiré son départ, un peu comme les deux fois à Monaco. Il a foiré son départ et il s'est retrouvé autour de la 13e position environ. De la 13e position et là il s'est retrouvé, à la bataille avec Dennis Auger. Il y est pour rien, on aurait voulu voir ce qu'aurait donné sa course. Alors, Auger terroriste, attendez. Alors, je suis d'accord pour dire que Auger est fautif. Mais pour moi, j'ai cru lire quelque part que Martins avait changé de châssis pour ce week-end. Ah, j'avais pas lu, mais si c'est le cas, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Alors, pour moi, Auger est fautif, je suis d'accord, mais pour moi, voilà, Martins n'est pas exempt de tout reproche dans l'action, puisque Martins élargit vraiment au premier virage, alors qu'il y a complètement de la place. À l'intérieur, il y a Pepe Marty qui est pas vraiment à hauteur, etc. Franchement, il y avait totalement la place pour un peu plus tourner, pour laisser la place. Là, franchement, il n'a pas laissé de place. Et d'ailleurs, alors vous me direz, j'ai pas suivi la pénalité de Bortoleto, donc j'ai peut-être loupé celle de Auger. Euh, Martin, c'est pas victime à 100%, on voit que c'est Auger qui perd sa voiture. Oui, enfin en fait, Auger perd sa voiture parce que il est dans les vibreurs et que Auger, au lieu de se faire comme tout le monde et de suivre ce que dit la direction de course, c'est-à-dire de prendre l'échappatoire, etc., Auger a voulu insister et, bah non, enfin il est plus dans son droit et c'est pour ça que la faute revient à Dennis Auger. Euh, Martin Semagny avait un nouveau châssis, oui. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, pour moi, le souci, il est pas tant au niveau du châssis. Pour moi, il est surtout au niveau du moteur et des grosses inégalités qu'offre le moteur. Faut des grosses qualifs. C'est là que ça pêche côté ART. S'il y avait la place par rapport aux directives 2024. La place pourquoi? Boya sur Delpino en Eurocup. Très bonne ref. Très bonne ref, c'est vrai. Mais voilà, peut-être que l'accrochage était évitable. C'est ce que j'ai envie de dire. Peut-être que l'accrochage était évitable. Martin et Magny ont donc eu un nouveau châssis avant les titulaires alpines. Aïe aïe aïe. Euh, donc, donc voilà, Auger est totalement fautif.
Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je pense que peut-être le crash était évitable. Pour moi, c'est un peu assimilable, peut-être, et encore, non, je m'emballe un peu trop. Je comparais à l'accrochage entre Frédéric Vesti et Roman Stanek à Monza, qui a fait perdre un peu le titre à Frédéric Vesti, où Frédéric Vesti était dans son bon droit, mais voilà, Roman Stanek a fait une grosse boulette tout seul, mais au niveau de est-ce qu'il aurait pu laisser passer un peu, attendre un peu, je ne sais pas. Bref, je m'égare un peu. En attendant, il faut essayer de capitaliser sur le positif, de se concentrer sur le positif, c'est-à-dire la victoire et surtout le rythme. Pour la première fois de la saison, on a vu Victor Martins qui avait le rythme sur toute la course, la ART qui tenait ses pneus. C'était très bien. Roman Stanek d'ailleurs était énervé toute la course longue, j'ai pas compris pourquoi. Bah, je pense qu'il était énervé parce qu'il était 20ème ou quelque chose comme ça et qu'il n'y avait pas grand chose à aller jouer. Et pas de surpilotage surtout. Ah bah oui. Le souci, et d'ailleurs Sami Mektounif nous l'a très bien expliqué lundi dernier, c'est le souci. C'est le souci quand on est à la recherche des points, quand on est à la recherche de classement, on est à la recherche de grosses performances, on a tendance à surpiloter et c'est là que les embrouilles arrivent. Donc voilà, il faut essayer de se concentrer sur le positif. Et il y en a du positif, le rythme, la victoire de course sprint, la victoire en course sprint. Voilà, c'est ça qui est important. J'aurais vraiment bien aimé, même si ça faisait pas victoire, même si Martin c'était que 13e ou 14e au moment de l'accrochage, j'aurais vraiment bien aimé voir le rythme sur toute la course principale. Euh... Bektounif a dit si je me crache, c'est parce que je suis trop bon. Je pense que tu déformes légèrement ses propos, mon garçon. Donc voilà, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne. Heureusement pour Victor Martin, s'il va pouvoir très vite rebondir, car on est dans un triple header, donc on va enchaîner. On va enchaîner directement dès ce week-end avec le Red Bull Ring. Un petit truc sur ART, parce que je parle pas trop de ART sur la suite du live, c'est que Zach O'Sullivan, on l'a pas vu. Zach O'Sullivan, on l'a vraiment pas vu. Donc peut-être c'est le changement de châssis pour Martins qui aide et transforme Victor Martins. Après, parfois, ça peut être plus un déblocage, un déclic psychologique qu'autre chose. Ça, c'est difficile à dire, hein. Ça marche beaucoup à la confiance, hein, les pilotes, on le sait. C'est le moment charnière de la saison. Oui, c'est ça. C'est maintenant qu'il faut performer en vue de l'an prochain. Euh, c'est d'autant plus vrai pour les pilotes en F3, en Freca, en F4, etc. En F2, aussi, mais les discussions de F1, d'IndyCar, d'endurance peuvent durer un peu plus longtemps. En F2, F3, Freca, etc., c'est maintenant que les discussions se font vraiment. Enfin, c'est maintenant. En tout cas, les décisions vont être prises globalement après le triple header ou à la rigueur en début de pause estivale. Comme dirait Kennedy, il faut pas se laisser abattre. Oui, il va être long ce live. Surtout qu'Adjar disait que les équipes font leur choix, F1 font leur choix après Spa, donc il n'y a plus beaucoup de temps pour convaincre. Bah surtout, en plus, la saison de F2 est très bizarre, vu qu'on a une pause de 2 mois entre le 12e et la 13e manche sur 14, donc il faut essayer voilà, d'avoir montré les choses, d'avoir montré ce qu'on savait faire sur les 12 premières manches. Les 2 dernières manches, tout le monde s'en fichera, globalement. Mais après, en dehors de la F1, il y a aussi le WEC, l'IndyCar, etc. Ça, c'est des choses qui voilà, tout ne se joue pas sur ce triple header. Autant sur de la F3, sur de la Freca, je peux comprendre que voilà, ça se joue vraiment dans ce mois de juin-juillet. Pour la F2, peut-être un petit peu moins, si on vise pas la F1. Donc voilà, Victor Martins, évidemment, il vise la F1, il vise Alpine. Voilà, il y a des rumeurs qui disent comme quoi Alpine voudrait Carlos Sainz. Euh, voilà, très saoulé de ça, puisque Carlos Sainz, le caractère de Carlos Sainz, le caractère politique de Carlos Sainz, je déteste un peu, je déteste ça même, je déteste ça. Ou sinon, ça serait Jack Doohan qui est managé par Briator, etc. Bref, Victor Martins, il part de loin, et c'est pour ça que voilà, il faut très très vite performer sur ce triple header sur les deux semaines là qui arrivent. On va parler de Audi qui veut Lawson après. Ça, c'est Sergio Rodriguez qui l'a tweeté, donc pour moi, ça, c'est pas une vraie rumeur pour moi. Sainz et Gasly sera sympa. Ah bah, au niveau du talent pur, c'est sûr, Sainz-Gasly, énorme le duo. Énorme, mais bon. Rodriguez, exactement. Il n'est pas trop tard pour faire comme Douane l'année dernière. Pour Martin, c'est de gagner plein de courses dès maintenant.
Oui, et du coup, Douane, il n'a pas eu sa place en F1. Enfin, il n'a pas eu sa place en F1 dès l'année d'après. Euh, Et surtout, Jack Douane, il avait le soutien. Bah bon, Briator à l'époque, ça c'était pas si important, mais maintenant ça l'est. Il avait un soutien budgétaire, un soutien financier qui était beaucoup plus important que Victor Martins. Victor Martins, je le dis depuis le début de la saison, c'est la saison du titre. Il faut gagner le titre pour être candidat à la F1. Douane en F1, laissez-moi rire. Ah, mais malheureusement, je suis d'accord avec toi, mais bon. Moi j'ai confiance en Alpine, pas du tout pour choisir Martin, ça n'arrivera pas. Au-dessus de Laurie, Mick Schumacher, ça arrivera. Ah, je pense que non, franchement, connaissant Alpine, ils vont tout claquer, ils vont claquer tout le budget d'Alpine sur Carlos Sainz. Et voilà, hein. Douane n'a rien gagné en Feeder Series, il n'a pas gagné la F2. Je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Leclerc et Gasly vont bien rigoler dans les débriefs ensemble si Sainz part chez Alpine. Alors moi je vais pas rigoler, hein. Franchement ça me... Enfin, je sens déjà les embrouilles, déjà la communauté espagnole, ils ont toujours pas fini d'harceler Esteban Ocon. Et là voilà, Gasly il va comprendre ce que ça fait d'être harcelé par une commune de fans toxiques. Voilà. Donc on verra, on verra. Martin, c'est comme Steven Edens, le titre ou rien. Oui, en vrai, oui, hein, c'est très belgeo-centré. Attends, on dit belgo? Non, belgeo. Bon, c'est très centré sur la Belgique, quoi. Mais en vrai, les situations sont un peu similaires, hein. Tu redoubles, t'as pas beaucoup de soutien financier, et ton seul soutien, Alpine ou le RACB, ne te continuera de te soutenir que si tu gagnes le titre, globalement. Euh, les hispaniques sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Ah, c'est compliqué, hein. Les hispaniques, j'en ai bloqué une pelletée. Une pelletée. Moi, j'ai fait un peu mon tri sur les réseaux sociaux. Donc voilà, Martins, voilà. Il faut capitaliser sur le positif et très vite rebondir dès ce week-end si possible. Isaac Adjar. Isaac, s'il gagne la F2 et il n'y a pas de place chez Red Bull, il va faire quoi du coup? Alors, a priori, pour Isaac, s'il n'y a pas de place en F1, ça paraît tout trouvé. La Super Formula, chez Mugen, chez Honda, en 2025. Ça paraît sûr, il a un plan B. Il a un plan B sûr. Maintenant, évidemment, je préférerais très largement qu'il aille en F1 dès 2025. Je préférerais qu'il aille en F1 dès 2025, puisque voilà, la réalité actuelle n'est pas celle qu'on a dans un an. Liam Lawson, on lui a promis un baquet chez Visa Cacha, Racing Bulls, AlphaTauri, Toro Rosso. Résultat, on n'a pas l'impression que ça va se faire. On n'a vraiment pas l'impression que ça va se faire. Adjar, faut noter que la P11 en qualif, c'est seulement à 4 dixièmes de la pole. Ouais. Et surtout, faut noter, Homero, je suis d'accord avec toi, mais il faut noter que Isaac Adjar, il avait dominé la qualif, hein. Il avait vraiment dominé la séance de qualification. Et malheureusement, sur le dernier tour, puisque les pneus tendres s'usent ultra rapidement, il n'y avait qu'un seul tour qui comptait sur la dernière moitié de séance. Et a priori, alors j'ai pas vu exactement ce qui s'était passé, mais voilà, son tour de chauffe des pneus avait été catastrophique. Et donc, voilà. Ça a fait que P11, donc la terrible P11 à la porte de la grille inversée. Malgré ça, ça fait P6, ça fait P5, ça fait des gros points, ça fait des gros dépassements, ça fait un départ sensationnel. Et je l'adore Isaac, mais ses radios c'est exceptionnel, c'est digne d'un jeune Tsunoda. Eh, Isaac Hadjar, c'est un mec entier, hein. Enfin, c'est un caractère. C'est un caractère. Ouais, je suis mort quand il est calme en interview, mais à la radio, il se lâche. Bah, dans le feu de l'action, évidemment, je comprends. Mais je peux comprendre, je peux comprendre que ça peut embêter certaines personnes. Et je peux comprendre que même à la longue, ça saoule un peu. Mais pour moi, c'est surtout la F2 qui en fait beaucoup trop. Mais oui, Grosjean aussi a eu sa période gueulante à la radio. Et ouais, Tic-Tou, mais aussi il a eu sa période gueulante à la radio. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des dizaines de pilotes qui gueulent à la radio, mais qu'il y a des radios qui sont quand même plus drôles que d'autres. Et Isaac Hadjar qui gueule à la radio, ça donne des radios assez légendaires. Et d'ailleurs, je fais le malin, mais j'en joue moi aussi dans mon générique, où l'une des seules radios qu'on entend, c'est celle d'Isaac Hadjar qui dit No, no, I destroyed the car, no. Après, Tic-Toum, il y a des faits de course aussi. Ouais, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de Tic-Toum qui poussait des gueulantes à la radio en F2. La F2 arrêtait pas de le diffuser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les autres pilotes, on les diffusait pas quand ils gueulaient. Je caricature le trait, mais voilà, il n'y a pas que ça. Rendez-moi Pourchère qui fait des doigts à tout le monde en F3. Ah, ça, c'était le prime de Théo Pourchère, ça, c'était exceptionnel. Ça.
Après, nous, ça nous dérange moins parce qu'on est bien chauvin, mais parce que quand c'était Yuki, c'était pas très bien reçu. Ça veut rien dire. Quand c'était Kimi Raikkonen, c'était très bien reçu, hein. Ça dépend, ça dépend de chacun. Ça dépend de ce que tu fais en piste, de ce que tu laisses transparaître en interview, etc. Et au final, Tsunoda, bah, il est quand même apprécié, hein, maintenant. Attends, c'est quoi déjà cette histoire de doigt? En vrai, c'est arrivé qu'une seule fois, hein, pour moi. Pour moi, c'est arrivé qu'une seule fois, c'était en essai libre à Monza, où il avait fait un doigt à Roman Stanek, je crois. Sainz, lui, ne gueule pas, mais pleure H24 à la radio comme hier, ouais. Et je trouve ça limite beaucoup plus insupportable. Je vois pas pourquoi ça énerve qui que ce soit. Je pense que ça énerve parce qu'il y a des gens qui se disent ah, il perd trop d'énergie en gueulant à la radio, mais en vrai, pour moi, ça ne me pose pas de souci tant que il répond sur la piste. Et il répond sur la piste. Il a fait un super week-end comme les 5 premiers week-ends de la saison. Alors oui, voilà, petit astérisque, ok, on peut le dire sur la qualification, sur le tour de chauffe en qualification. En dehors de ça, son week-end, il est très très bon. Voilà, ne perdre que 4 points face à Paul Aron qui était poleman, c'est très 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 solide. Donc voilà, tant qu'il répond en piste, il peut gueuler à la radio. Je pense pas que ça change grand chose, hein. Son ingé Isaac, j'espère qu'il a été préparé à prendre des soufflantes chaque week-end. Je pense que son ingé, il connaît bien Isaac. Je pense que. Et surtout, Isaac, il ramène 90% des points de Campos. Donc voilà, je pense que Campos a une marge de tolérance assez évidente pour Isaac, tant que les résultats sont là. Voilà. Tu penses que Isaac va gagner le championnat? C'est difficile à dire. Pour moi, au vu des 6 premiers meetings, c'est le pilote le plus solide. Maintenant, on sait jamais ce qui peut se passer. Après, Aaron, s'il se fait pas caca dessus, Isaac est plus loin, en effet. En effet, il a fait une erreur, mais voilà, après, si ma tante en avait, ce serait mon tonton. Enfin, voilà, on refait pas le monde. Je pense qu'Adjar a ce truc de sublimer une auto. Je sais pas si sûr que Campos soit l'une des meilleures voitures. Pas évident, c'est très difficile à dire, hein. La F2 donne des performances de voiture complètement bizarre. Bizarre. Vous voyez le classement au championnat, ça n'a aucun sens que Oli Berman soit derrière Amaury Cordil, ça n'a aucun sens que Victor Martin soit aussi loin, ça n'a aucun sens que Jack Crawford soit quatrième au championnat. Il y a beaucoup de choses très bizarres, d'inégalités de performance complètement dingues, d'ingénieurs qui n'ont pas de réponse, de mécaniciens qui n'ont pas de réponse, de pilotes qui n'ont pas de réponse et qui du coup essayent de surconduire et du coup ça fait n'importe quoi. La F2 cette année ça me rend fou et ça rend fou beaucoup de monde, ça rend des performances assez illisibles. Alors il y a des pilotes qui se distinguent comme Paul Aron et Isaac Hadjar qui sont vraiment les deux pilotes qui répondent présents à tous les week-ends sans exception. Bah les autres, selon les performances de la voiture, etc., ça fluctue et ça rend une saison assez illisible, hein, au final. Et oui, Durksen qui joue la victoire aussi, moi aussi je suis trop content, j'adore Joshua Durksen, mais ça n'a aucun sens que le 19ème de Freka de l'an passé, même si c'était avec une petite Ardenne, joue la victoire avec une ex. Enfin, salut à ceux qui rejoignent dans le chat, salut Sport Auto qui était présent sur le live, sur le grand live de dimanche. Vous me rassurez, je pensais que c'était moi qui comprenais plus rien à la F2. C'est le seul championnat qui est aussi illisible que ça. D'ailleurs, Maloney, Percy, il est parti où? Bah, Maloney, voilà, les performances qui fluctuent. Et surtout beaucoup plus brouillon. Je pense que lui aussi, il commence à entrer un peu dans un schéma un peu comme Victor Martins, comme Lieberman ou d'autres, où il a plus la performance du début de saison et du coup il surconduit et du coup ça fait des bêtises. Ça fait des bêtises ou alors il est trop lent. Sur les réseaux sociaux, ouais, la catégorie F2 est beaucoup critiquée par rapport à ça, surtout les moteurs mis en cause. Bah, évidemment, les moteurs Mecachrome, voilà. Que la fiabilité soit un souci, c'est un problème, mais aussi il y a le souci que les moteurs ne sont pas égaux. Alors que c'est un fournisseur de moteurs qui est le même pour tous. Mais donc voilà, on se retrouve avec des performances un peu bizarres. Je critique absolument pas Aaron ou Hadjar, les pilotes visés, c'est plutôt des gens comme Amaury Cordil qui se retrouvent devant Oli Berman. Comment ça, pas égaux? En fait, comment dire, pour qu'un moteur soit donné à une équipe, il faut qu'il soit testé sur les bancs de l'usine, etc., sur des bancs d'essai, comme on appelle ça, oui, voilà. Et
Et en fait, il y a une certaine marge de tolérance. Il y a une certaine marge de tolérance qui fait que, bon, bah, si le moteur est à peu près 1-2 dixièmes moins rapide, bon, bah ça va, enfin, il est dans la marge de tolérance. Et on donne ces moteurs-là à des équipes. Et ces équipes, les pilotes, payent pour ce moteur-là. Et voilà, ça nous donne des performances assez inégales. Ça donne des performances assez inégales. Et parfois, 1-2 dixièmes, enfin voilà, enfin, je vais me répéter, mais voilà, un pilote, ça marche beaucoup à la confiance. S'il voit qu'il est lent en ligne droite, il va s'énerver, etc. Et encore, enfin, je dis des marges là comme ça, je ne sais pas exactement à quel point c'est ça les marges, mais je sais, c'est un chiffre que j'ai sorti au hasard, mais voilà, malheureusement, les moteurs sont pas tous égaux parfaitement. C'est évidemment extrêmement compliqué qu'ils soient tous parfaitement égaux, mais a priori, voilà, les marges sont assez importantes. Et d'ailleurs, on a aussi ce souci en Freca. Voilà, ça critique beaucoup Mechachrome, mais il y a aussi voilà, Oreca. Voilà, côté français, pour faire des moteurs, on n'est pas super doué visiblement, mais il y a beaucoup de critiques autour de la Freca, autour des moteurs. On y reviendra quand on parlera de la Freca, mais voilà, beaucoup d'équipes se plaignent des inégalités entre les moteurs. Donc voilà quoi. Mechachrome, c'est la merde gérée par Abitbull. Ah bah non, mais Abitbull maintenant il est chez Hyundai, hein, il vit sa best life. Hein. La roquette que pour cher arrivait à Bahreïn, on était heureux. Bah ouais. Quand, quand les bons moteurs sont pour les Français, je ne me plains pas, j'avoue. Mais euh, voilà, on a des, on a des différences malheureusement, on a des différences qui malheureusement ne sont pas objectivées par le championnat. Genre on voit pas sur le classement, ah bah Victor Martins, il est peut-être 13e au championnat, mais hey, il avait un moteur qui était plus lent. Bah non, personne le sait ça. Enfin, personne le sait. Voilà, les gens qui font partie de la F2 le savent, les gens qui suivent de près les formules de promotion le savent, mais au final, ce qui compte, c'est les résultats, c'est machin, enfin, c'est. Voilà. Sans tomber dans le complotisme, tu penses que la F2 choisit son vainqueur? C'est totalement du complotisme, et en vrai, non. Ça me paraît beaucoup trop compliqué à choisir un vainqueur. Non, non, non. Non, je vois pas comment c'est possible. La boîte de vitesse aussi Mechachrome, je ne sais pas. Je ne sais pas, je veux pas dire de bêtises. J'espère que les châssis sont égaux à la sortie de l'usine. J'ai un peu plus confiance en Dallara qu'en Mechachrome, j'avoue, mais je ne sais pas. Et sinon, le fournisseur moteur avant 2018, j'avoue que je ne sais pas. Comme ça, je saurais pas trop dire, mais ça doit se trouver facilement F2 2017. Allez. Hewland? Je ne connais absolument pas, mais j'ai tendance à croire Morgan qui travaille dans le milieu. Ok, bah écoute, je pense qu'en tout cas il y avait. Ah non, Mechachrome. Ah ok. Bon, bah écoutez. En tout cas, voilà, je ne sais pas s'il y a toujours eu ce souci des moteurs en formule de promotion, euh, mais voilà, c'est un souci qui gangrène certains championnats quand même. La boîte de vitesse c'est Hewland, d'accord, ok. Eh bien, merci pour l'info. C'était déjà Mechachrome, mais des V8, bah peut-être qu'ils savaient mieux faire des moteurs V8, je ne sais pas. Je viens de lire sur motorsport.com que Sauber cherche un baquet pour Pourchaire en IndyCar pour 2025, ça en dit long. C'est des chiens, c'est exceptionnel. Hein. Je les déteste, je les déteste. Est-ce qu'on retrouve les mêmes problèmes en F4 Aussi, enfin, beaucoup moins, en tout cas beaucoup moins. Après, ça dépend. En F4 italienne, on sait quand même que euh, les équipes qui ont plus de budget peuvent tester plus de moteurs et peuvent faire plus de choix en fait. Donc ils peuvent faire plus de choix, ils peuvent acheter plus de moteurs, donc voilà, au final, ils choisissent les meilleurs moteurs, à force, à force d'avoir un certain nombre de moteurs. En F4 France, je crois que ça va, hein. Je crois qu'il vraiment pas qu'il y a trop de différence de performance. D'ailleurs, la F4, enfin la FFSA taffe pour faire en sorte que les moteurs soient tous égaux, pour faire en sorte que voilà, c'est l'avantage d'avoir un championnat euh, géré par une seule même entité, même si évidemment ça ne peut pas être parfait, c'est la solution la plus proche de la perfection. Les pilotes de F2 ils sont payés pas du tout malheureusement, et c'est bien là le souci, c'est qu'ils payent 2-3 millions leur saison de F2, et qu'en retour ils ont des moteurs inégaux, et pas fiables. Donc c'est le souci de la F2. À tout moment je reçois des messages de la F2 pour me mettre des coups de pression sur Twitter. Hein. Tant que t'es pas en F1, tu payes. Non, mais c'est ça. Bah, en fait, c'est pas des pilotes professionnels. Ils ne vivent pas encore de leur passion. Quand ils sont en WEC, quand ils sont en IndyCar, etc.,
généralement, quand c'est pas des pilotes payants, ils deviennent pilotes professionnels, ils deviennent rémunérés, mais sinon, en F2, F3, Freka, etc., hormis de très rares exceptions, où quand il y a des équipes qui embauchent un pilote pour une course ou une, deux, trois courses, pour qu'il apporte son expérience, etc., dans de rares cas, ça peut être payé, mais c'est très rare. Souvent, c'est gratuit, quoi. D'ailleurs, coucou Nolan Siegel qui s'est sorti tout seul pendant la course. Théo a dû apprécier. J'ai même pas regardé la course d'IndyCar tellement ça m'a. Voilà, ça. Je l'ai en travers de la gorge, mais bon, évidemment. Et puis Nolan Siegel qui va se prendre enfin, qui se prend beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Le pauvre, c'est pas de sa faute. Hein. C'est pas de sa faute si son père est blindé de thunes et que Zach Brown cherche l'odeur de l'argent. Hein. C'est pas de sa faute. Hein. Euh, on continue un peu et on passe sur la belle histoire. La belle histoire du week-end avec Dams, qui avait eu un début de saison assez compliqué. Nolan Siegel, c'est qui lui en fait? Il était bon avant. Ouais, il était bon, mais c'est un pilote d'Indy Next, qui était genre troisième du championnat à peu près, et qui, voilà, qui est bon, mais faut lui laisser le temps, quoi. Faut lui laisser le temps, quoi. Merci Théotop, tu réponds tout le temps, vraiment la classe, merci encore une fois. Ah bah de rien, écoute, je suis là pour ça, écoutez. Hein. Euh, c'est vrai qu'il a gagné les 24 heures du Mans en LMP2, Nolan Siegel. Mais voilà, il est un an plus jeune seulement que Théo Pourchaire. Et Théo Pourchaire avait montré beaucoup plus de choses en IndyCar, beaucoup plus de choses dans des formules de promotion que Nolan Siegel. Bref. Mais voilà, Nolan Siegel a un budget que Théo Pourchaire n'a pas. Et on voit avec Jack Crawford à quel point le championnat est serré. Puisque voilà, on a Jack Crawford qui était genre 10e, 11e au championnat et remonté en 4e position avec sa victoire. Les Dams avaient un rythme phénoménal. Et oui, vous le voyez bien, et Benito56 l'a vu, on a eu Charles Pic, le propriétaire, le président de Dams, qui a fait son grand retour sur le podium, l'ancien pilote de Formule 1. Le pilote français, bah, le directeur d'équipe français, qui était là pour célébrer le double podium de Crawford et Correa. Tu devrais aller sur Canal. Si seulement, Canal, si vous passez par là, bon, par contre, sur Canal, je pense pas que j'ai le droit de dire des choses comme quoi les moteurs sont pas forcément égaux, etc. Je pense, je dois me réfréner sur certains trucs si je passe chez Canal un jour. Mais pour en venir à Crawford, très impressionnant, mais je me demande si Dam sera aussi performant sur les prochains week-ends. Pour moi, c'est pas mal circuit dépendant. On verra aussi les performances à Barcelone. Peut-être que certaines équipes ont trouvé un truc lors des essais d'avril, et qu'ils ont trouvé des solutions particulières à ce circuit. Je saurais pas entrer plus dans les détails que ça, mais Dams a eu un excellent rythme et surtout, voilà, ils ont géré la stratégie. Ils ont été exceptionnels. Crawford, qui était derrière Paul Aron, il le passe parce qu'il fait l'undercut au bon moment. Juan Manuel Correa, c'est le premier des pilotes. Alors certes, Dirksen a sa casse mécanique, mais Correa, c'est le premier des pilotes en stratégie alternative. Il fait une remontée de dingue et il accroche le podium. Voilà, les deux, ça a été géré à la perfection. Et voilà, on sait qu'il y a eu pas mal de tumulte autour de Dams en début de saison. On se rappelle de la radio à Melbourne, qui avait été diffusée par la réalisation internationale, où globalement le muret Dams critiquait ouvertement Jack Crawford après un crash. Bon. Le duo Antoine Bedu, Percy pour commenter FF3, mais mon rêve, moi aussi c'est mon rêve. Non, ça serait trop chouette, ça serait vraiment trop trop chouette. Bon, après, Antoine est un peu plus avancé que moi pour commenter des courses sur Canal, je pense, vu qu'il fait déjà partie de Canal+. Mais écoute, ça serait un plaisir. Déjà, propose-toi pour commenter la F4 France. Ouais, il faudrait. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais j'ai loupé cette radio. Ça disait quoi? C'était même pas une radio. C'était pas une radio, c'était vraiment dans le muret des stands, une conversation interne entre des ingénieurs qui disaient ouais, Jack Crawford. Enfin, ouais, le gars il s'est mis P1 une fois. Il a fait P1 une fois et depuis il arrête pas de faire le con ou un truc du genre. C'était juste après une sortie de piste. Donc bon, voilà. Tu feras un mini topo à la fin du stream sur ton avis sur la F1. Globalement, j'ai un peu déjà fait un petit topo, enfin sur la F1, comment ça, mon avis sur la F1, sur le mercato F1. Ils ont dit qu'il faisait que des conneries. Voilà, c'était ça. Il faisait que des conneries. Ouais, c'était ça. Euh, voilà, un petit point aussi pour Juan Manuel Correa. Voilà, je suis trop heureux pour lui.
Sur le Grand Prix de Barcelone et l'arrivée de Tonton Briator, non, non, après, je vais pas. Moi, je suis un spécialiste formule de promotion. Après, moi, je vais pas marcher sur les plates-bandes de gens comme Hydro, comme Antoine, enfin le Pit Stop F1, etc., qui vont analyser la F1 beaucoup mieux que moi, puisque moi je suis fan de F1, mais j'ai pas d'expertise particulière à apporter, sauf parfois sur le mercato, où parfois je peux, rarement, mais parfois avoir quelques infos un petit peu en avance. Mais sinon, sur l'arrivée de Briator, sur le rythme de la Mercedes, le rythme, machin, est-ce que Norris aurait dû gagner ce Grand Prix, etc., je laisse la place à des gens plus compétents que moi. Voilà, je reste sur mon domaine de spécialisation avec la F2, la F3, etc. Donc voilà, extrêmement content pour Juan Manuel Correa après tout ce qu'il a vécu sur les 5 années. Euh, sur le mercato d'Alpine, alors si tu as des infos Sainz Gasly, bah non, j'ai pas spécialement d'infos. Mes infos c'était que Gasly voulait rester chez Alpine parce qu'il n'avait pas franchement mieux ailleurs et qu'il était plus considéré comme aussi euh, enfin, il y a 2 ans, Gasly, on le comparait à Lando Norris. Maintenant, certains le comparent à Nico Hülkenberg. Ça pique un peu. Ça pique un peu. Alors, cette info date d'il y a quelques semaines. Mais c'est pour ça que Gasly se disait qu'il n'aurait pas meilleur projet que Alpine. Maintenant, on sait pas ce qui peut se passer. Et franchement, l'arrivée de Sainz, ce serait tout le côté politique, toute la commu espagnole que ça va apporter. Je suis déjà saoulé d'avance. Je suis déjà saoulé d'avance. C'est dur, Crawford est plutôt un bon pilote. C'est un bon pilote. C'est un bon pilote. Mais voilà, pour moi, le voir quatrième au championnat quand t'as des Martin Seberman 13e et 15e, non, c'est pas. C'est pas. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la F2. Après, voilà, Crawford, d'ailleurs, c'est un des pilotes les plus jeunes au championnat, né en 2005. Euh, c'est un pilote qui a été très, très, très. En fait, je suis assez dur avec Crawford puisque c'est un pilote qui a été très, très, très décevant en Formule 3, où il avait eu 2 années, dont une avec Prema, et il s'était fait exploser, on va être honnête. Il s'était fait exploser, ouais, il avait été battu par ses coéquipiers, enfin battu par un peu tout le monde, alors qu'il visait le titre. Voilà, c'est pour ça que c'est très surprenant de le voir maintenant aussi haut en F2. Mais maintenant, voilà, la F2 c'est un classement très serré, on voit que ça peut bouger très rapidement. Euh, On passe un peu plus rapidement, voilà, puisque faut, l'air de rien, il faut un peu avancer sur le live pour qu'on finisse avant 23 h. Parmi les tops, évidemment, on en a parlé déjà rapidement, mais Joshua Durksen, très 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 bien. Malheureusement, pas récompensé car il y a cette casse mécanique, mais c'était lui, il était 6 secondes en avance sur Correa. Quand on voit que Correa finit 6 secondes derrière Crawford pour la victoire, on se dit que Durksen avait potentiellement le rythme pour la victoire. Voilà, la F2, incompréhensible, mais voilà, pour Durksen, ça aurait été assez sensationnel. On a revu Kouchmaini, il y a enfin un peu de mieux, il est sorti de sa torpeur avec un nouveau châssis, comme nous l'a appris Homero. Pepe Martin a enfin sorti la tête de l'eau à domicile. Antonelli, encore une fois, a battu largement Berman, et enfin la claque est complètement dingue. Antonelli a calé lors du tour de formation, et malgré ça, en partant des stands, il finit devant Berman. Voilà. Paul Aron, on est obligé de le mettre dans les tops puisqu'il y a quand même la pole position, un podium en course sprint, donc la remontée, plusieurs gros dépassements, etc. Et il y a quand même une P4, c'est quand même des gros points, etc. Mais bon, il y avait quand même mieux à faire. Il y a cette erreur qui lui coûte énormément. Sans cette erreur au dernier virage, il finissait deuxième. Et voilà, en fait, il a perdu la victoire avec l'excellente stratégie de Dams, avec l'undercut de Jack Crawford, mais sinon, voilà. Aaron, il fait peur s'il tient ce niveau sur la saison, même si j'en doute. Ouais, on verra bien si ça tient jusqu'au bout, mais pour l'instant, c'est vraiment très 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 impressionnant. C'est le plus régulier, un peu comme un certain champion en titre. Sauf que Aaron, lui, n'a pas encore de victoire. Voilà, je le dis à chaque week-end, hein, mais Aaron, c'est très impressionnant, c'est très régulier, mais il n'y a toujours pas de victoire, et au bout d'un moment, ça trotte dans la tête de ne pas avoir cette victoire. Est-ce que Berman serait devant Anthony s'il avait gagné à Jeddah la course principale plus un top 6 en sprint je... Berman a 18 points, Antonelli en a 40. Enfin, on a 48. Du coup, non. Du coup, non. Même avec ton scénario, ça ne passerait pas. Mais de toute façon, Oli Berman, même, enfin, on sait même pas s'il aurait gagné à Jeddah en fait. Hein. On sait même pas s'il aurait gagné à Jeddah, rien ne le prouve. Hein. Avec des cibles, Berman est champion, bah exactement. Car malheureusement, le rythme de la Préma,
est cataclysmique. Cataclysmique. On est dur avec Berman. Pour moi, Berman fait une saison de F2 très 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 compliquée. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Je ne vais pas revenir dans les détails, mais voilà, ça n'a aucun sens de voir Berman aussi loin. Je suis d'accord qu'il fait une mauvaise saison, mais ça n'a aucun sens de le voir aussi loin. On sait que c'est un pilote qui a beaucoup plus de talent que ça. Mais il n'empêche que c'est un pilote qui mérite la Formule 1, tout comme Victor Martins, tout comme Isaac Hadjar, tout comme, enfin voilà, Théo Pourchaire, Felipe Drugovich, etc. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément le pilote le plus préparé, le plus méritant. Voilà, on voit, il se fait dominer tous les week-ends, qualif et course par Antonelli. Il y a une certaine fragilité quand même, une certaine fragilité sur cette deuxième saison. Quand je vois à quel point Théo Pourchaire s'était fait taper dessus après sa deuxième saison de F2, alors qu'il a fait vice-champion, là Berman est 15ème, voilà. Mais pour moi, Berman mérite sa place en F1 au vu de ce qu'il a montré en formule de promotion jusque-là, au vu de ce qu'il montre en essai libre de F1, et je pense qu'il fera du bon boulot. Maintenant, je pense pas que ça soit un pilote générationnel, comme on dit, et je pense qu'Antonelli est peut-être plus dans cette catégorie. Mouille-toi en termes de talent pur et d'impression, quel est le top 3 du plateau de F2 ? Attendez. En talent pur, je mettrais Antonelli premier. Mais après, enfin voilà, c'est... De talent pur aujourd'hui ou de potentiel sur le long terme? Puisque en potentiel sur le long terme, moi je mets Antonelli premier, je dirais Martins 2, et la troisième place se joue entre Berman et Hadjar, honnêtement. Voilà, c'est je me suis mouillé, voilà. La deuxième saison est plus importante que la première selon moi. Bah oui, je suis d'accord, la deuxième saison il faut confirmer, etc. Mais là, comme pour Martins, pour Martins, pour Berman, on est sur une saison très particulière. Cordil existe, Percy. Oui, alors. Bah aujourd'hui, à l'état actuel, je mettrais. À l'état actuel, je mettrais peut-être Hadjar, Martins. Ouais, je sais pas. C'est très dur à dire. C'est très dur à dire en l'état actuel, mais ça se joue entre Hadjar, Martins, Berman, Antonelli pour moi. Ça se joue vraiment entre ces quatre-là pour moi. Je pardonne plus une première saison mauvaise et une bonne deuxième que l'inverse en fait. Ouais, mais voilà, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte, surtout cette année. Il faut faire une tier list Percy en fin de saison. Pourquoi pas? J'avais déjà fait une en début de saison, mais c'était en tenant compte de l'équipe, du matériel, etc. Mais pour moi, voilà, ça se joue entre ces quatre-là. Parmi les flops, évidemment, les pilotes virtuosi qui jouent au plus dangereux, je suis resté poli, mais voilà, Bortoleto, grand vainqueur de ce duel, vu qu'il a reçu une pénalité et qu'il a fini donc 10ème, en s'accrochant avec son coéquipier Kouchmaini. Denis Auger, Zayn Maloney qui perdent beaucoup de terrain. Prema, voilà, ils ne s'en sortent pas. Et la F2, j'en ai parlé depuis le début de ce live. On en parle de Auger qui se fait battre par Colapinto. Pas si surpris que ça, honnêtement, pas si surpris que ça. Colapinto, ça peut être le cinquième pilote. Hein. Dans la hiérarchie que j'ai dit, ça peut être le cinquième pilote. C'est possible une autre équipe que pour prendre Hadjar en F1, non. Je vois pas ça arriver, honnêtement. Je vois pas ça arriver. Hadjar, Martins, McTounif, le top 3 F2, F3 selon Percy. Non, quand même pas. Quand même pas. J'adore Samy, mais malheureusement, je ne le vois pas à ce niveau-là non plus. J'ai revu une vidéo d'une bataille F2 entre Albon et Leclerc. Les F2 s'envoyaient du steak à l'époque. Ouais. Écoutez, est-ce qu'on s'arrête là pour la Formule 2? Je me doute que je vais perdre certains viewers, mais n'hésitez pas à rester, c'est très intéressant quand même. Surtout pour un pilote qui me séduit depuis le début de saison en Formule 3. Mais voilà, on peut passer à la Formule 3 avec un nouveau leader au championnat. Un leader au championnat qui, comme en F2, d'ailleurs c'est très drôle quand même, hein, comme en F2, un leader du championnat qui n'a toujours pas sa première victoire. Comme Paul Aron, Leonardo Fornaroli court après sa première victoire, du haut de ses 84 points et de ses 4 podiums. Il est en tête du championnat devant Luke Browning, devant Gabriele Mini. Très décevant, 0 pointé. Un peu comme Oli Berman, l'un des pires week-ends de sa carrière, très probablement. Quatrième, Arvid Lindblad.
Et oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Sportoto et Livia Popa. Montez dans le train d'Inblad avant qu'il ne soit trop tard. Arvid, le crack de cette saison de F3. Comment ne pas être séduit? Pour moi, franchement, c'est clairement la révélation de la saison. Il va faire très mal dans le futur. Cinquième, Beganovic, qui passe derrière son coéquipier rookie, Lindblad. Sixième, Goethe. Septième, Mansell, qui remonte fort dans le classement. Tramnitz, Boya, Sami Mektounif, qui tombe un peu au 10e rang, après un week-end assez compliqué. 11e, Van Eupen, puis Nicolas Tsoloff, 13e Léon, Alex Dunn qui a fait un gros week-end aussi, 15e Ramos, 16e Stenson, puis Montoya, Wurz, Loke, Stuka, Bedrin et Esterson qui sont les 22 pilotes à avoir marqué des points. Assez parlé de ces 22 pilotes car au fond il n'y en a qu'un seul qui a importé vraiment ce week-end et je suis complètement d'accord malheureusement avec JHH et Owen de 99-40. Arvin me fait peur. Si Adjar doit attendre un an et que Lindblad fait incroyablement en F2, je suis d'accord. Et vous le voyez sur la dernière ligne du diapo, la F1, potentiellement à l'horizon 2026, c'est un pilote qui est extrêmement jeune. On rappelle que Isaac Adjar n'est pas spécialement ultra jeune. Bon, il a 19 ans, hein. Il est jeune, mais Lindblad, c'est un 2007. Petit coup de vieux pour tout le monde, là, c'est bon, c'est fait. Il a 16 ans. Oui, il n'a pas encore fêté ses 17 ans. Mais c'est ultra solide. Purée, pourquoi j'ai... j'ai perdu le chat de mon côté. Je vois plus que le retour sur l'écran. Je ne sais pas pourquoi. Attendez. J'ai une stat surprenante, Martin, c'est le pilote qui a le plus de podiums en F3 dans l'histoire. Oui, j'ai vu ça. Enfin, j'ai vu la stat passer puisque c'était la 100e course de Formule 3. Du coup, la F3 a fait des stats. Attends. C'est bon, j'ai les messages de tout le monde, tout va bien. Dans l'année de Berman pour chaque qui réussissent le saut F4, F3. 2007 Sport Auto, bah purée. Pourquoi t'es pas en train de gagner des courses en F3? Ou alors t'es Arvid Lindblad et tu parles très bien français. Si c'est le cas, félicitations à Arvid. Ah oui, attention aux stats, les pôles de grille inversée étaient comptés. Ah oui, c'est vrai que c'était un peu débile. Oui, j'ai vu ça. Et sinon, voilà, je suis... Alors, voilà, pour revenir sur le week-end d'Arvid Lindblad, absolument exceptionnel. On rappelle que c'est le pilote le plus jeune du championnat. Alors certes, il est dans une préma et ça aide d'être dans l'une des meilleures équipes. Mais je pense que voilà, on peut le dire, il a un truc en plus que Mini et Beganovic, qui on le rappelle sont nés en 2004 et 2005, ne sont pas. Mais vous êtes tous des 2007, ma parole, purée. Oh là là, je suis si vieux, mon Dieu. Voilà, il est absolument irréprochable, il y a les dépassements, il y a la classe, je veux dire la manière d'avoir ses victoires. C'est pas la première fois déjà à Melbourne, mais c'était en course sprint. Il avait fait déjà une victoire assez impressionnante, et là il le fait en course principale, il a fait une super qualif. Team 98, 94, 2003, 2005. En vrai, moi je suis dans la moyenne du coup. Je suis dans la moyenne, moi je suis en 2000. 2005, ok. Mais voilà, il bat déjà Gabriele Mini et Dino Beganovic. Franchement, je suis sous le charme d'Arvid Lindblad. Petite frustration de personnage, j'aimerais bien qu'il fasse confiance à ses origines et qu'il prenne la nationalité indienne. Mais a priori, non, il va garder le drapeau britannique, hein. Ça fait un Britannique de plus. Voilà, il est quatrième au championnat à mi-saison. Mais au-delà de ça, honnêtement, sur les 10 premières courses, il y a quel pilote qui a été aussi impressionnant? Là, franchement, voilà, c'est le pilote le plus impressionnant. Il y a cette victoire à Bahreïn, il y a cette deuxième place à Melbourne en course sprint, et là, il y a cette victoire majuscule, cette performance majuscule en course principale à Barcelone. Enfin, voilà, c'est lui le pilote du championnat. Il est certes que quatrième. Il a 3 drapeaux sur son casque, oui, puisqu'il est aussi suédois. Mais je sais qu'il est plus suédois qu'indien, mais ne brisez pas mes rêves. Donc voilà, c'est aussi le seul pilote à avoir 2 victoires. On rappelle qu'avant la course principale, on avait une stat assez dingue de 9 vainqueurs en 9 courses. Voilà, sous le charme, complètement sous le charme, monter dans le train, je suis complètement d'accord. Et je suis d'accord aussi que ça peut être une menace pour Isaac Adjar, car voilà, a priori, si ça continue comme ça, et même c'est peut-être même déjà signé, on sait pas, hein, ça fait une montée en F2 l'an prochain. Et voilà, s'il performe en F2 dès l'an prochain, si Isaac Adjar
Alors, peut-être que Isaac Hadjar sera monté en F1 d'ici là, mais si Isaac Hadjar il est envoyé au Japon pour faire de la Super Formula, on va l'oublier. Hein. On va complètement l'oublier. Enfin, voilà, je préfère être honnête. Je préfère être honnête. C'est pour ça qu'il faut que Isaac Hadjar gagne le titre avec la manière. Pour l'instant, voilà, il fait les choses avec la manière, c'est très bien. En vrai, qui nous a autant impressionné que lui en F3 à part Pourchère? Je serais partant pour un Isaac Hadjar, moi. Isaac Hadjar avait été très impressionnant sur sa première saison de F3 et avec une high-tech qui est pas du tout une préma. C'était l'un des pilotes les plus jeunes du championnat, etc. Piastri, je compte pas, il a gagné l'Africa avant. Oh, ouais. Trio Hadjar Martins pour cher qui flop à cause du timing, c'est un scandale. Je suis d'accord. Bon là c'est pas à cause du timing. Hein. Non, là c'est pas un problème de timing. Pour Hadjar et pour cher en tout cas, c'est juste un problème de leurs équipes, de leurs académies qui ne veulent pas les placer en F1 parce qu'ils n'ont pas les coronets quoi. Donc voilà, Arvin Lindblad, on va voir ce que ça donne. Hein. On est en train de s'emballer, mais peut-être qu'en première année de F2, bah ça va flop comme Isaac Hadjar l'avait fait en quelques avec high-tech. Ça avait été très compliqué. Hein. Ouais, Maloney, Adjar, ouais, Maloney, ah ouais, pas tellement, moi, je trouve. Ça avait été assez irrégulier, j'avais trouvé. Mais donc voilà, Arvin Lindblad, le pilote du championnat. Non, mais je pense qu'il y aura 2 baquets libres Red Bull. Oui, je pense aussi, en vrai, dans un monde normal, dans un monde fonctionnel, bon, dans un monde fonctionnel, Isaac Adjar monte en F1 l'an prochain. Il était où avant Lindblad? Il était en F4 italienne. Il avait fait 3ème de F4 italienne, c'est sa première saison complète en monoplace. Et surtout, il avait écrasé la première moitié de saison. Et deuxième moitié de saison, il avait disparu. De ce que j'entends, on peut reparler de notre sujet de début de live avec des moteurs un peu bizarres parfois. Dans un monde où le sport auto est fait, Adrien David est annoncé chez Alpine après avoir fait vice-champion derrière pour Cher. Ouais. Clairement, il y a sûrement un univers parallèle où Adrien David est même peut-être déjà en F1. Hein. Déjà que ce mec a pris le record de Théo en F3, les records de Théo en F2 vont être en danger. Je suis malheureusement d'accord. Ricardo ne reste pas 3 ans à Racing Bulls. Oui, non, a priori, non, mais on sait jamais. On sait jamais. On passe après Arvin Lindblad. Malheureusement, on est obligé de faire un petit focus sur notre français, Sami Mektounif. Notre invité de la semaine dernière. Hein, il y a 7 jours, jour pour jour, on parlait avec lui sur cette chaîne. P11 en qualif, c'était pas tout mal, et voilà, il avait un rythme absolument dingue en course sprint. Le souci, c'est que tout s'est arrêté au 3ème tour. Voilà, beaucoup trop d'optimisme et un crash dont il est complètement fautif sur Santiago Ramos. C'est voilà, compliqué. L'écart de perf est trop choquant pour Lindblad l'an dernier, ça sent la douille interne. Bon, la douille interne, enfin pas chez Prema, mais peut-être voilà, un problème de matériel, tout simplement, je pense. Soyons patients, la F3 sera française l'an prochain. Je suis d'accord. On parle de l'Africa juste après, puisque l'Africa, ça parle des pilotes qui seront en F3 l'an prochain, globalement. Alpine qui a jamais eu la bonne idée de prendre pour cher. Bah, si tu espères que Alpine ait des bonnes idées, bah force à toi. Voilà, donc il y a eu ce crash en course principale, en course sprint, pardon, pour Sami. Puis ensuite, voilà, la pénalité, du coup, un peu englué dans le trafic, mais même le rythme n'était pas spécialement là. Bon, faut vite rebondir, faut vite se remobiliser dès l'Autriche, et voilà, ça peut vite être oublié, hein, un week-end comme ça. Il faut juste pas que ça s'enchaîne. Dans les tops, évidemment, obligé de parler de Christian Mansell. Paulman est excellent deuxième. Il a fait tenir ses pneus. Contrairement à ses coéquipiers Van Eupen et Tsoloff. Donc bravo à lui. Alex Dunn qui enfin est récompensé de ses efforts. Hein. C'était clairement l'un des gars qui performait depuis le début de saison mais qui passait sous le radar puisqu'il y avait telle disqualification pour infraction technique, tel incident, tel machin. Et là voilà, il y a enfin un week-end plein, des gros points, un podium en course sprint. Je suis très 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 heureux pour lui, pour le jeune pilote McLaren. Sport Auto, Slater, Victor, Lindblad, mes chouchous du moment. Ah, Lindblad, je peux être évidemment. Slater, j'attends de voir. J'attends de voir ce que ça donnera dans les catégories un peu au-dessus. Mais Slater, pour moi, c'est. Non, en fait, Slater, je suis pas fan. Parce que c'est le pilote téléguidé, c'est le pilote voilà, qui
qui roule depuis des années, qui fait des centaines de journées de roulage, etc. Enfin, voilà, je vais pas dire que c'est trop facile, évidemment, il est monstrueux en F4 italienne, mais voilà. Mettez Dunch et Trident, ça serait lourd, ça serait vraiment lourd ça. Patient pour 7 ans, on peut moins préparer la F3 que la F4, mais de grosses perfs à la Lindblad. Après, on peut quand même la préparer la F3, mais un peu moins. Enfin, on peut la préparer avec des GP3 ou des choses comme ça. Gna gna, va bien, oui, pour chercher les piles, oui, je. Mettez Stravon chez Prima. Comme Antonelli, quoi. C'est vrai, mais Antonelli est beaucoup plus empathique. Enfin, je sais pas, empathique, sympathique en tout cas. Il est beaucoup plus humain, je trouve, qu'un Slater pour qui j'ai absolument aucune accroche, je trouve. Et oui, la F3 change en 2025, c'est vrai. Très bonne remarque de Morgan. La F3, on va avoir comme en F2 un changement de réglementation, ce qui veut dire que actuellement les top teams c'est Prema et Trident. Peut-être que l'an prochain c'est Rodin et X qui roulent sur la concurrence, hein, on sait pas. On sait pas. Comme Ugo Chukwu. Alors, ouais, enfin, sauf que Ugo Chukwu, lui, ça performe pas trop, même s'il y a du mieux ce week-end. Parmi les flops, on est obligé de parler de Gabriel Emini, qui a vécu l'un des pires week-ends de sa carrière. Abandon en course sprint. Voilà, départ mauvais, et ensuite accrochage avec Sébastien Montoya, puis ensuite une longue descente aux enfers en course principale. Slater, il a pas l'air d'être gentil, ouais, je le connais pas, donc je vais pas faire des jugements de valeur comme ça, mais voilà, il a pas l'air super ouvert comme ça. Enfin voilà, il transmet pas ce truc que transmet Antonelli par exemple. Parmi les flops aussi, Casper Stuka, malheureusement, qui est dans une spirale négative assez terrible. Après avoir perdu le soutien du Red Bull Junior Team, il a vécu un week-end catastrophique là aussi. Beganovic et Browning sont passés à côté de leur week-end aussi. Et voilà. Mini, ça sent un peu la mécanique qui pose problème. Ça va crescendo cette saison. Ça va crescendo dans quel sens? Puisque Monaco, il a dominé. Mais je pense que doit y avoir un problème mécanique, évidemment. Ou peut-être qu'il a flingué ses pneus ultra vite, ou je sais pas. Mais évidemment, je suis pas en train de dire que voilà, le talent de Gabriel Emini a disparu du jour au lendemain. C'est pas possible. Mais juste voilà, un week-end où il perd gros. Et voilà, quand t'as ton coéquipier à côté qui fait une paire pareille. Stuka a mis 3 ans à être champion de F4. Ah mais oui, je suis d'accord, hein, je suis pas spécialement hypé par Stuka. Hein. Vraiment, Anthony, hyper sympa. Je suis rentré dans le paddock de Formule 1 Moyen-Orient et Anthony m'a donné son autographe dans sa bagnole. Mais enfin, ouais, voilà, je n'entends de tous les pilotes avec qui j'ai parlé, voilà, tout le monde me dit que Antonelli est super sympa. Bref, après, c'est pas un concours d'être sympathique ou pas, hein, voilà. Quant à Limblad, évidemment que tu vires Stuka du Red Bull Junior Team. Ça fait sens. On passe, on ferme le chapitre F3 et on passe à la Freca. Ah, Sport Auto qui nous dit j'ai supporté Peugeot et Martins, aucun des deux n'a passé le premier virage. Non, je crois le deuxième virage. Pour les deux même. Antonelli, jeune, sympathique, je le déteste. Découvrez son secret, tous les jeunes le détestent. On passe à la Freca et nos multiples pilotes français. Que font Goethe et Tramnitz encore dedans? Je sais pas, ils ont de l'argent, j'imagine. Gilter prend de l'avance au championnat rookie, certes, mais je pense qu'il sera quand même un peu frustré de ce week-end, Evan Gilter, et qu'il espérait un peu plus. Dépité pour Enzo, jamais de chance. Tu parles de quel Enzo? Franchement, faut préciser, hein, puisque les deux auraient pu marquer plus de points dans un autre monde. Un point sur le championnat, Raphaël Camara qui est en tête. Oh, oh mince. Oh, oui, vous me voyez encore? Ok, c'est bon. Gilter un poil décevant, mais hâte de voir la suite. Ouais, un poil décevant le dimanche, surtout le samedi, c'était très bon. Raphaël Camara toujours en tête du championnat, mais il n'y a aucun top 2 et il y a même une course qui n'a pas fini dans le top 5. De là à dire que Raphaël Camara, finito, il y a un pas que je franchirais allègrement, non pas du tout. Voilà, il garde encore 44 points d'avance, c'est quand même une marge assez conséquente, surtout Kataponen qui a fait une splendide double victoire. Brando Badoer, le deuxième homme du week-end, qui a fait double P2. On n'en a pas parlé de Brando Badoer, mais il fait un week-end énorme et il fait une saison énorme, le pilote italien.
Alessandro Giusti, 4e et meilleur français actuellement, des gros points dans les deux courses. 5e, Evan Gilter, meilleur rookie. Meilleur rookie, il mène, il a accru son avance au championnat rookie et il est devant James Wharton qui a marqué enfin des gros points sur les deux courses, c'est la première fois que ça lui arrive. Noah Stanstead, 7e, complètement passé à côté du week-end. Dominguez, Enzo Dellini, 9e, qui aurait pu marquer plus de points, qui aurait pu marquer plus de points, et qui aurait pu être actuellement 7e du championnat, je pense à l'heure qu'il est. 10e, Pedro Clerot, puis ensuite Hugo Ugochukwu qui a enfin inscrit son premier podium. Ensuite, on a Zachary David, Bilinski toujours blessé, Enzo Peugeot, le malchanceux Enzo Peugeot qui a été disqualifié d'une course où il était originellement 6e. Donc, on va voir, les résultats sont Saint-Éloque a fait appel, donc les résultats pourraient changer, mais je vois pas comment ça pourrait changer, je vois pas pourquoi l'appel serait accepté. Nikita Bedrin qui était occupé en F3 ce week-end, Théophile Naël de retour dans les points, tout comme son coéquipier Matteo De Palo, Ruiki Liu qui a marqué ses premiers points devant Bora Lacorte, voilà, c'est les 20 pilotes qui ont marqué des points. On a des... Attends, wow. Vous avez envoyé plein de messages, attendez. Dépité pour Enzo, jamais de... Oui, ouais. Tu passes en 144p, ouais, est-ce que c'est un peu mieux là? Peugeot est très accessible, il répond sur Instagram et tout, une crème. Ah bah oui, je suis d'accord. Dellini c'est agressif en piste. Alors, Dellini c'est agressif en piste, oui. Mais honnêtement, ce week-end, j'ai pas spécialement trouvé. Alors, certes, samedi, ça avait été agressif et c'est pour ça qu'il a été pénalisé. Mais sinon, Denis, son ingé disait que le défi allait être de le canaliser cette saison. Bah, c'est tout juste. Exactement. Je suis d'accord. Mais voilà, c'est le pilote le plus jeune. Hein. Attendez, on va peut-être. Vu que c'est le souci de la. Vu que c'est le débat actuel. Voilà, pour moi, Enzo Dellini, voilà, c'est le pilote le plus jeune. C'est un pilote agressif, certes. Mais voilà, dimanche, il n'y a eu aucun souci. Hein. Dimanche, il n'y a eu aucun souci. Sur les 3 premières manches de la saison, il n'a pas été convoqué une seule fois chez les commissaires, si je dis pas de bêtises. Évidemment, on a tous en tête ce qui s'était passé à Barcelone il y a de cela 8-9 mois, mais sinon, c'est pas spécialement un pilote sale. Après, voilà, il a des défenses agressives. Ça, je suis d'accord. C'est aller trop loin face à Rafael Camara, notamment samedi. Il a été pénalisé justement pour ça, mais voilà. On a des infos sur ce qui se passe entre Giusti et Dellini. Eh ben, je ne sais pas. Mais visiblement, Alessandro Giusti a l'air d'avoir un problème avec Enzo Dellini. Voilà. Voilà, on avait parlé de son tweet qu'il a d'ailleurs supprimé depuis. Voilà le tweet où il insulte Enzo Dellini sur Twitter, enfin franchement de façon assez violente, enfin je sais pas trop pourquoi, alors que Juicy est pas quelqu'un qui utilise beaucoup Twitter, donc ça m'a encore plus surpris de voir ça. J'ai pas vraiment compris, enfin je sais pas, parce qu'en plus c'est la première fois qu'ils courent ensemble dans le même championnat, vu que Dellini est 2 ans plus jeune, donc il avait dit quoi? Bah alors attendez. Je vais pas pouvoir le montrer parce que du coup il l'a supprimé, mais attendez. Enfin, il avait dit, j'en avais parlé en live. Find it. Voilà, je le traduis. J'ai trouvé un pilote sale aujourd'hui. Il m'a serré à plus de 200 km/h sur la ligne droite et il a poussé tout le monde en dehors de la piste. Quel asshole. Voilà, vous traduisez ça. Voilà. Et vraiment avec des points d'exclamation, etc. Et enfin voilà, ça m'a énormément surpris. Je peux comprendre que voilà, il ait pu être mécontent des défenses d'Enzo, mais au final, il a quand même réussi à passer. Et Enzo Dellini a reçu ses pénalités. Et voilà. Et d'ailleurs, le dimanche, on a eu Alessandro Giusti qui a fait un dépassement sur le même Enzo Dellini en dehors des limites de la piste et qui a été pénalisé. Voilà. Le fond est juste pas la forme. Non, pour moi, ça me paraît vraiment. Il a tweeté à chaud, c'est dommage entre Français. Ouais, je suis d'accord. Ils partiront pas en vacances ensemble. Bah, c'est exactement ce que j'ai dit sur Twitter. Franchement, je ne comprends pas. Surtout, voilà,
Ah non, bah non, on l'a pas commenté, parce que c'était pas le Grand Prix de F1, mais voilà, il y a aussi Giussi qui a fait un dépassement en dehors des limites de la piste sur Enzo Dellini. Bon, écoutez, c'est un peu dommage que nos pilotes français s'embrouillent entre eux. En attendant, il n'y a pas eu d'accrochage entre eux. On va espérer que ça reste comme ça, mais évidemment, c'est les deux, ça a été les deux meilleurs pilotes français du week-end. Ils se sont toujours battus aux portes du podium. Ça, c'est pas accroché. On espère que ça reste comme ça. Et voilà. En même temps, quoi de plus français? Ah, mais évidemment. Non, mais les pilotes français, ils adorent voilà, s'invectiver entre eux. Gasly, Ocon, Capieto, Masson à l'époque de la F4, etc. Ouais, c'est le souci d'avoir des Français performants. Bah ouais, mais je sais pas, parce que Gilbert, Deligny, Naël, ça se passe bien, hein. Ou Enzo Peugeot, même si Gilbert Peugeot c'était un peu chaud à un moment, on n'a jamais atteint des extrêmes, on n'a jamais atteint des extrêmes comme là entre Giussi et Deligny, donc j'espère que ça va un peu se calmer. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'ai pas envie de voir mes chouchous s'entretuer, donc voilà. Au final, j'ai envie de dire tout est bien qui finit bien. Il y a des gros points marqués pour les deux. Giusti, il s'affirme vraiment chez ART. Quatrième et septième, c'est des très gros points. Voilà, il est quatrième au championnat, il est vraiment dans la lutte devant. Enzo Dellini, il continue de se lancer. Gilbert à Manicourt, c'était proche de Dellini. Non, il n'y avait pas d'attaque personnelle comme ça. Il n'y avait pas d'attaque personnelle comme ça. Dellini, donc voilà, qui semble être le deuxième meilleur pilote RS devant Zachary Davy, donc ça c'est positif. Le titre rookie est jouable, donc ça c'est très bien. Justice, c'est sûr qu'on le voit en F3 l'année prochaine si ça continue. Ah bah 100%, 100%. Enfin, il n'y a aucun doute, même pour moi, il mériterait d'être déjà en Formule 3. Mais bon, c'est un autre débat. Mais d'ailleurs, il est fort probable qu'on voit beaucoup de Français actuels, Giusti, Gilter, Deligny, au moins ces trois-là, monter en F3 l'an prochain. Peut-être Enzo Peugeot, peut-être Théophile Naël, ça dépendra du budget, ça dépendra des performances, pour l'un comme pour l'autre. Bon, Dorian Pain, on sait que c'était l'objectif, mais bon. Maintenant, quelles écuries de F3, c'est la question. Ah bah, Giusti et Gilter, on peut imaginer ART. Giusti, il fait partie de la Williams Academy, on peut peut-être imaginer un high-tech, on peut peut-être imaginer MP. Enzo Dellini, il est chez Red Bull et il est chez RS, qui est une équipe partenaire de Campos, donc on se dit pourquoi pas, et c'est un ancien pilote Campos, donc pourquoi pas. Voilà, après, ça paraît le plus logique instinctivement comme ça, mais bon, il y aura d'autres discussions avec tout plein d'autres équipes, évidemment. Donc voilà, on va juste espérer que ce chapitre se ferme. On va juste espérer que ce chapitre se ferme entre Enzo et Sandro. Que voilà, que tout se passe bien en piste, que voilà, qu'il n'y ait pas d'accrochage, c'est surtout ça, qu'il n'y ait pas d'accrochage. Mais c'est dommage, puisqu'avec ces pénalités, voilà, Giusti et Deligny ont perdu quelques points. Au final, ça fait quand même des gros points au final, mais il y aurait pu en avoir un petit peu plus. Voilà. C'est quand la prochaine course? C'est au Mugello, c'est dans 3 semaines. C'est parfait d'ailleurs, puisque c'est d'ailleurs le seul week-end du mois de juillet sans F1, F2, F3. Donc on aura la Freca pour compenser. Donc c'est sympa ça. Voilà, il n'y avait pas que Giusti et Deligny, il y avait aussi les autres Français. On a enfin retrouvé Théophile Naël, il avait été nulle part le samedi, mais il a été vraiment très brillant le dimanche avec une qualif ok, 14e, mais voilà, dès que Théophile Naël est proche du top 10 en qualification, ça fait des points. Ça fait du bien, car il avait eu 2-3 week-ends assez vraiment très 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 compliqués. Voilà, maintenant il faut vraiment qu'il s'améliore, qu'il continue de s'améliorer sur les qualifications voilà, pour marquer des points, puisque le rythme en course, il l'a. Evan Gilter, P5, là aussi c'est des gros points d'engranger. Samedi, il accroît son avance au classement rookie, mais dimanche, ça a été compliqué, il a pas pu faire la différence vraiment. Après voilà, la qualification avait été un petit peu compliquée, donc bon, un peu dommage, mais il y a quand même des gros points à l'arrivée pour Evan Gilter. Et pour Enzo Peugeot, bah écoutez, voilà, il nous a fait vibrer samedi lors de la course 1, où il nous a sorti une masterclass absolue face à James Thornton notamment. Ça faisait 8ème sur la ligne d'arrivée, 6ème après les différentes pénalités. Malheureusement, lui aussi, comme les autres pilotes Saint-Éloque, il a été impacté par ces pénalités. Les 3 Saint-Éloque ont été disqualifiés pour infraction technique. Une infraction technique qui
n'a rien changé sur la performance, voire même, a priori, de ce que j'ai compris, aurait même perturbé Enzo Peugeot. Enfin, il aurait même peut-être été peut-être plus rapide sans cette infraction technique. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que Saint-Éloque fait un appel. Voilà, on peut espérer peut-être que Enzo Peugeot récupère sa 6ème place. J'ai du mal à voir ça arriver honnêtement, mais voilà, malheureusement pour lui, il a été pris dans les incidents du premier tour le dimanche, donc week-end très frustrant, mais voilà, au global, le rythme était très 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 sympa. Franchement, Enzo Peugeot m'a fait vibrer samedi, et voilà, c'est sur la lancée de ce qu'il a produit c'était quoi les manches précédentes, à Spa-Francorchamps, à Zandvoort, et voilà. Donc voilà, on espère que ça continue comme ça. On n'en a pas parlé évidemment, mais on a eu un doublé de Tuka Taponen en tête, l'ogre Raphaël Camara est enfin tombé. Euh, Maintenant la question, voilà, c'est à quel point RS est-elle de retour? Quelle écurie pour Niles s'y a monté en F3? Ça dépend de s'il y a monté de Saint-Éloque en F3. Donc pour ça, pour l'instant, si Saint-Éloque monte en F3, ça sera Saint-Éloque. Pour le moment, voilà, on peut pas dire. On peut pas trop dire. À quel point, voilà, à quel point RS est de retour? Honnêtement, c'est une piste sinueuse, le Hungaroring c'est une piste sinueuse, une piste assez étroite, une piste où le moteur est moins important. J'attends de voir sur des pistes un peu plus, avec un peu plus de grandes lignes droites, avec un peu plus, voilà, où on peut faire plus de dépassements, où le moteur joue une plus grande partie, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être aussi l'un des petits soucis de RS, qui avait l'une des moins bonnes vitesses de pointe encore ce week-end en Hongrie. Alors est-ce que c'est peut-être les réglages, les setups qui ont fait ça? En tout cas, voilà, RS avait une vitesse de pointe pas incroyable. Voilà, on a parlé des moteurs en début de live, mais voilà, tous les moteurs ne sont pas exactement parfaitement égaux, malheureusement. Donc on va voir. J'attends vraiment le prochain week-end Mugello, enfin voilà, les 2-3 prochains week-ends qui arrivent, pour voir si on a vraiment une lutte au titre, puisque si RS est vraiment de retour, on va avoir une lutte au titre entre Taponen et Camara, et on va manger Gucci, donc j'espère vraiment que RS est de retour. Voilà, après pour tout cas Taponen, ça change pas grand chose sur le long terme, vu que voilà, le talent, il l'a déjà montré cet hiver au Moyen-Orient, il l'a montré ce week-end, il le montrait même en début de saison, de façon un peu plus discrète, mais voilà. Tuka Taponen, excellent pilote. Pour répondre à la question de GHIO 9940, qui sont les pilotes de Formule régionale français qui seront en F3 en 2025? Pour moi, Giusti, pour moi, Gilter, pour moi, Deligny. Ces trois-là, ça me paraît assez safe. À voir pour Deligny quand même. Mais je pense qu'il va continuer à progresser sur la saison et que voilà, il sera prêt pour la F3. La question, voilà, c'est plus autour de Théophile Nael, Enzo Peugeot. Voilà, il faut voir. Quelle écurie pour Taponen en F3 l'an prochain? Bah, peut-être un retour chez Prema, même si les places chez Prema vont être très chères. Ou peut-être qu'il RS sur mon Campos. Pourquoi pas, ou chez Trident, je sais pas trop. Je sais pas trop, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. ART, pourquoi pas. Pourquoi pas faire une Gabriel Emini qui était passé de Prema à ART dans sa jeunesse. Franchement, pour Taponen, je sais vraiment pas. Puisque chez Prema, les candidats ne manquent pas entre Camara, bon, on parlait de Lindblad, mais peut-être Camara, Camara Slater, peut-être un Hugo Chukwu, peut-être un Wharton qui a les deux ont énormément d'argent. Donc voilà, les places vont être compliquées à aller chercher. Voilà, parmi les tops du week-end, voilà, je l'ai assez critiqué sur le début de saison, donc il faut aussi le dire quand c'est positif. Enfin, un vrai week-end pour Hugo Gochoukou avec un premier podium. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais voilà, Raphaël Camara qui a fait voilà, une grossière erreur sur la relance de safety car dimanche. Il voulait avoir ce podium et il a foncé dans Hugo Choukou. Il a logiquement été pénalisé en 2020. Il a logiquement été pénalisé de 5 secondes. Et donc, Hugo Chukwu a pu récupérer son podium. Voilà, Badoer, on en a parlé, mais impressionnant de solidité et de régularité. Il y a aussi eu du mieux chez James Wharton. Parmi les flops, les rookies, Noah Stromstad et Ivan Dominguez qui ont été complètement anonymes. L'erreur de Camara, Nicolas Lacorte, le pilote alpine qui nous a offert le carton du week-end en crachant Marta Garcia. Plus de peur que de mal, heureusement. Un trio de rookies, il a été pénalisé en 2025, c'est ce que j'allais dire, hein, à force de lire les commentaires.
Un trio de rookies pour Prema en 2025, pas impossible, ouais. Clairement pas impossible. Avec une nouvelle voiture, etc. Il faut vraiment se rendre compte que il y aura peu de redoublants, je pense, en F3. Car voilà, tout le monde va vouloir partir. On sait à quel point une nouvelle voiture, ça peut rebattre les cartes. On l'a vu en F2. Donc je pense que voilà, le maximum, les potentiels redoublants vont essayer de monter en F2 ou ailleurs. Je comprends pas la saison de Stromstein, même s'il n'est pas dans le meilleur team, moi non plus. C'est illisible, pour l'instant, c'est ou soit il fait podium, ou soit il fait top 15. C'est vrai. Je suis surpris par Badoer quand même. Bah pas tellement, hein, pas tellement, parce que déjà l'an dernier ça avait été très solide hein, en F4 italienne. Il avait très bien progressé. Ouais, Badoer j'aime bien. J'aime bien ce que je vois. J'aime bien ce que je vois. On ferme le chapitre Freka. On va commencer à aller peut-être un peu plus rapidement, puisqu'il est déjà 20h21. Et puis oui, il faudrait quand même finir avant les matchs de l'Euro. Abby Pooling en tête du championnat, première, deuxième. Malheureusement, Dorian Pain n'a absolument pas. Deligny a tendance à baisser de rythme au fil des tours. Enfin, genre, oui, mais le problème c'est que c'est un problème pour Harris. C'est le problème de Harris. On a aussi pareil pour Taponen, pareil pour Zachary Devin. Hein. C'est les trois Harris qui ont ce problème. Du coup, Justy et Deligny se détestent vraiment. Deligny ne déteste pas Justy, il connaît pas vraiment Justy en fait. Par contre, Justy, au vu de ce qu'il montre sur Twitter, a l'air de le détester. Voilà. Voilà. Mais sinon, en tout cas, voilà, je sais que Deligny ne déteste pas Justy, hein, il le connaît pas. Hein. Donc voilà, Dorian Pain se fait voler par Prema, c'est honteux, nous dit Alex Eddy. Oui, possiblement. Week-end extrêmement compliqué, même si c'est pas que de la faute de Prema. Dorian Pain qui est deuxième à égalité de points avec la très surprenante, la révélation de ce début de saison, Chloé Chambers. Ensuite, on a Nerea Marti, Bianca Bustamante, Amdal Kubaisi, Maya Veug. Maya Veug 7ème. Maya Veug 7ème, hein, exceptionnel. Edgar, Hausmann, Al-Kubaisi, Block, De Schreiner, Lovinfos, Nobles, qui sont les 15 pilotes à avoir marqué des points. Deligny n'est pas très apprécié chez les Français, parce qu'il n'a pas été formé en France, du coup personne ne le connaît en fait. Personne ne le connaît, tout le monde le prend pour un Américain globalement. Enfin en fait c'est un peu ça, il vient pas du milieu français en fait, donc c'est un peu ça quoi. Au moins Dorian Pain met une énorme claque à Maya Veug, c'est ça. Voilà, il faut prendre le positif, mais le truc c'est que voilà, ça a fait P4 et P3 en qualif. Il y a eu des départs catastrophiques, un calage en course 1, un départ manqué en course 2. Deux remontées qui n'ont pas été si exceptionnelles que ça, je pense. Mais elle est clairement pas aidée par Prema qui a l'une des pires vitesses de pointe, voire même la pire vitesse de pointe. Le point positif, c'est que voilà, elle écrase ses coéquipières comme Maya Veug qui avait fait une saison excellente en Freka. Voilà, elle a plus de 40 points de retard. Ouais, non, mais 60 points de retard même, je pense. Hein. Voilà, il faut espérer que Prema trouve quelque chose. Peut-être des meilleurs moteurs, je sais pas quoi. D'habitude, Prema, ils ont toujours des meilleurs moteurs, donc voilà, je ne comprends pas trop. Faut rappeler aussi pour Dorian Pain qu'elle n'était pas à 100%, elle revient de convalescence. Sa fracture de côte, c'était il y a que 4 semaines seulement. Hein. Après, si Pain chope la P2, étant donné les circonstances, c'est pas non plus honteux. Ah, mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Dorian Pain, ça reste des excellents débuts en monoplace. Le souci, c'est que voilà, pour une trajectoire d'une pilote qui vise la F1, faire deuxième de F1 Academy, c'est pas vendeur. Surtout que Abby Pooling n'avait pas été si flamboyante en W Series ou en F1 Academy les années précédentes. Voilà. Il faut qu'elle gagne tout. Bah ouais, c'est l'objectif. Un petit mot quand même sur Chloé Chambers, grosse révélation de ce week-end qui monte en puissance et qui maintenant fait ex-aequo avec Dorian. Elle a 20 ans, donc elle a le même âge que Dorian. C'est pas la plus connue, elle est quasiment tout le temps dans le top 4 hormis sur une seule course. Voilà, c'est une pilote qui a eu très peu de roulage. En 2022, elle a fait la W Series, donc elle a fait que 7 courses sur la saison. En 2023, elle a juste fait la formule régionale Océanie, c'est-à-dire un championnat hivernal, et elle n'a pas roulé en monoplace de toute l'année. Et là, elle fait son retour en monoplace, et c'est impressionnant. Donc je m'y attendais absolument pas. Je savais que c'était un peu un facteur X du championnat, genre un peu
On savait pas ce qu'elle pouvait donner, mais je m'attendais clairement pas à un tel niveau de performance. Après, c'est toujours la même chose. Chaque série dans laquelle je les supporte, ils sont moyens. Bah, force à toi. Force à toi. On passe à la F4 France. Je vous avais dit, hein, je commence à être un peu plus rapide. Taito Kato qui est en tête du championnat. Je suis pas fou, il a bien été chez Ferrari avant Mercedes. Tu parles de qui? Dorian Pang? Dorian Pang, elle avait fait le volant FIA Girls on Track pour avoir une place à la Ferrari Driver Academy. Ouais, mais elle avait fait deuxième. Et c'est Maya Veug qui avait fait première. Je rappelle que Dorian Pang avait été la plus rapide, mais avait été battue par Maya Veug sur l'anglais notamment, je pense. Enfin, il y avait des critères extra sportifs. Euh, donc voilà. Et donc oui, ça c'était pour rejoindre la Ferrari Driver Academy. Et ensuite, elle a été récupérée par Iron Dams pour faire partie du programme de Lamborghini. Taito en F4 française, on va avoir un championnat de fou furieux. Enfin, on a déjà un championnat de fou furieux avec 4 pilotes qui se tirent la bourre et c'est un réel plaisir à suivre la F4 France, même si le commentateur est toujours aussi éclaté. Taito Kato en tête du championnat avec 133 points, le pilote japonais devant Yannis Steven Edens et Jules Caranta qui nous a fait une splendide victoire à Spa-Francorchamps. Chester Kiefer est quatrième. Ensuite, un peu plus loin, Ryan Cariti est tout seul. Puis ensuite, on a Augustin Bernier qui a marqué son premier podium et qui lance véritablement sa saison. Jules Roussel, Franck Porter-Ruiz, très rapide mais très irrégulier. Leonardo Mena, Alex O'Grady, Jason Lung, Dylan Estre, Gabriel Dolparfer, Arthur Dorisson, Karel Schulz, Montego Masson, Alexandre Munoz et Enzo Caldaras qui sont les 18 pilotes à avoir marqué des points. Il reste plus que 4 manches. Alors, il reste plus que 4 manches, mais on n'est pas à mi-saison. Les championnats de F4 c'est assez court, mais voilà, on n'est pas encore à mi-saison. Et Kato pour la tête du classement. Purée, je l'ai lu avec sa voix. Évidemment, vu qu'il est français, chauvinisme oblige, et en plus on l'a suivi en live ensemble hier matin. Voilà, Caranta s'affirme vraiment, son point faible, c'était les départs, il a corrigé ses départs. C'est très bien, c'est très 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 solide. Sur la première course, il prend la tête face à Yannis Steven. Déjà, il fait deuxième en qualification, ce qui est déjà très bien. En première course, il double Yannis Steven Edens au départ. Et ensuite, malheureusement, il se fait percuter par Steven Edens et il a des dégâts. Et Steven Edens est pénalisé de 10 secondes, mais du coup, il finit quatrième, lui. Et voilà, il a pris sa revanche en course 3 avec un sublime dépassement sur Yannis Steven Edens. Voilà, très très très... Voilà, très heureux pour lui, en espérant que ça continue jusqu'au bout. Il était quand même en difficulté sur les courses 1 et 2. Bah, du coup, course 1, il avait été percuté par Steven Edens. Course 2, c'est vrai qu'il a un peu plus de mal à remonter. Je suis d'accord, ça peut être l'un de ses points à améliorer quand il est vraiment au cœur du peloton, au cœur du trafic. Il a plus de difficultés, alors que c'est le gros point fort de Taito Kato, vainqueur de la course 2 alors qu'il partait 7ème, qui a été vraiment admirable. Il accroît un petit peu son avance au championnat, c'est un jeune pilote Honda et on sait que Aston Martin le surveille, donc ils vont le surveiller encore plus après ce week-end. Chester Kiefer, le luxembourgeois qui confirme que c'est bien lui, la surprise du week-end que personne n'attendait. Donc les deux noms n'étaient pas un coup d'éclat, c'est un vrai prétendant au titre avec 7 victoires en course 1. Yannis Steven Edens, c'était peut-être encore lui le plus rapide, alors c'était pas aussi franc qu'à Nogaro, mais c'était voilà, le pilote qui avait fait les 2 pole positions. Mais voilà, il n'y a pas de victoire, il y a quand même 3 top 4, 2 podiums. Voilà, c'est quand même un gros week-end pour Yannis Steven Edens, mais évidemment, je pense qu'il sera frustré de ne pas avoir pu faire résonner la Brabançonne à domicile, car c'était à Spa-Francorchamps. Caranta pourrait être récupéré par une équipe de Freca, tu penses? J'espère de tout mon cœur. Évidemment, Air Race et Saint-Eloque paraîtraient les choix les plus logiques, vu qu'il a déjà roulé chez eux en F4 Emirati cet hiver. Donc je pense, Taito Kato, par exemple, c'est un pilote qui vise la F3. Il le dit, il vise la Formule 3 l'an prochain. Ça serait un gros step qui avait été réussi par Ayumu Iwasa, qui après son titre de F4 France avait été passé en F3 avec succès. C'est quoi les barèmes de points? C'est à peu près le même qu'en F1, hein. Enfin 25 points pour le vainqueur sur les courses 1 et 3. Course 2 à grille inversée, c'est 15 points pour le vainqueur. Et voilà, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Enfin voilà, des points pour les 8 premiers.
Mais voilà, globalement, on a des barèmes de points assez similaires que ce qu'on retrouve dans les étages, au-dessus. Steven Hayden challengé par 3 rookies. Ah bah, Steven Hayden, c'était le seul gros redoublant qui revenait en F4 France. Donc évidemment, c'était le risque. Le risque de faire une deuxième saison, c'est de se faire battre par des rookies. Et voilà, actuellement, il y a une grosse bataille. C'est très équilibré. Et voilà, grosse hype pour cette saison. On a moyen d'avoir une bataille à 4 pour le titre, peut-être jusqu'au bout, ça serait exceptionnel. Évidemment, en espérant que Jules Carentin s'impose. Mais voilà, les 4 pilotes, je les apprécie beaucoup. Ils sont tous très sympas. Je serais content quoi qu'il arrive en espérant que voilà, Carentin soit le plus haut possible. Euh, Parmi les tops du week-end, évidemment, Augustin Bernier, notre vainqueur du volant Field Racing, l'école de Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié qui lance enfin sa saison avec son premier podium. Jules Roussel, toujours très surprenant mais toujours très rapide, notamment lors des courses à gré inversé. Gabriel Doll, parfait aussi, qui a fait son meilleur week-end. Dans les flops, Franck Porter-Ruiz, le pilote andorran, très rapide mais trop d'erreurs malheureusement. Leonardo Menia, Arthur Dorisson, le crack de la FFSA qui est toujours en difficulté et qui remonte bien en course, mais il part de trop loin en qualification pour espérer quoi que ce soit. Et enfin, force à Dylan Estre qui s'est pas fait respecter dimanche avec 2 accrochages en 2 virages. Et vraiment, genre des accrochages, il était à des mètres, à des années-lumière du pilote. Franck Porter-Ruiz la première fois, puis Alex O'Grady la deuxième fois. Vraiment, il avait un aimant sur cette course-là, donc force à lui. T'es dur avec Porter, il s'est fait satelliser en course 2. Non mais, si rapide, avec des erreurs, je pense surtout voilà, à cette erreur qu'on a vue ensemble en course 3, mais il y a de la malchance. Il y a de la malchance, il y a un manque de réussite, mais voilà, il y a cette erreur grossière vraiment en course 3, mais il s'est excusé, voilà, enfin ça arrive hein, sur des pilotes de F4, on va pas lui tomber dessus, c'est juste vraiment frustrant puisque on voit qu'il a le rythme pour faire plus. Euh, voilà, Dorisson qui finit, oui, il finit encore loin. On passe très rapidement, on approche de la toute fin du live en GB3. Louis Sharp, le pilote Rodin qui a pris la tête du championnat devant Will McIntyre et Timek Kusarsik. C'est vraiment le top 3 du championnat qui se dégage avec John Bennett qui est vraiment pas loin. On souligne la très belle performance de notre Français Arthur Rojon. Arthur Rojon, 9ème, et qui a décroché sa première victoire lors de la course à grille inversée. Il partait 2ème et il a mené la course d'une main de maître. Donc félicitations à lui, ça fait une petite revanche par rapport à la course 3 de Dalton Park qu'il avait dominé sous la pluie, sous des conditions diluviennes, et il avait eu un problème de boîte de vitesse dans le dernier tour et il avait presque tout perdu. Donc voilà, félicitations à lui en espérant qu'il puisse continuer sur sa lancée puisque ça reste un pilote Rodin. Et voilà, ses coéquipiers, Sharp et Ogochukwu sont premier et 6ème, donc on va espérer qu'il se rapproche un peu plus de ces deux-là. Un mot évidemment sur le championnat. Nikita Johnson, pour un crack, ça joue loin. Ouais, c'est vrai que j'ai fait même oublier qu'il avait fait ses débuts tellement j'en ai pas entendu parler. C'est vrai que c'est des débuts un peu compliqués. Début un peu compliqué pour Nikita Johnson qui est un peu aussi pris dans une polémique, alors pas lui personnellement mais son équipe en USF Pro 2000 parce que son équipe a priori roulait avec une voiture illégale sur les premiers meetings. Voilà, et depuis que la voiture n'est plus illégale, compliqué. Donc voilà, Nikita Johnson, la hype est en train un peu de baisser. On va voir, c'est évidemment le pilote le plus jeune du championnat de plusieurs. Voilà, c'est le seul pilote né en 2008 en JB3, un peu comme Enzo Dellini en Freca. En karting, évidemment, voilà, les Belges ont tout gagné, c'est la fête de la Belgique, etc. Oui, voilà, vous pouvez être content. Non, franchement, énorme week-end de la Belgique avec notamment voilà, cette victoire de Thibaut Raymakers en finale sur le Slovaque Ring qui se relance complètement au championnat. Bon alors, il est 6ème et mathématiquement ça va être, je crois, pas possible de jouer le titre car il ne reste plus qu'une manche. Mais voilà, il se relance totalement. Côté français, on avait surveillé notamment Louis Iglesias. Louis Iglesias qui monte à la 4ème place au championnat, qui était l'un des meilleurs pilotes après les séries, après les pré-finales. Malheureusement en finale, il s'est un peu fait enfermer au départ et ensuite peut-être carte un peu endommagée. Il est resté englué en 15ème position alors qu'il a passé tout le week-end en 3ème position, ce qui est assez frustrant. Il marque quand même de bons points
Mais voilà, peut-être que voilà, il pourrait être deuxième au championnat. Il pourrait être deuxième au championnat si la finale s'était bien passée. Mais bon, voilà, avec des si, voilà. Jimmy Elias qui a lui eu une très bonne finale et qui lance enfin sa saison et qui monte 11e au championnat. Donc félicitations à eux deux pour ses performances. Gabriel Gomez, c'est le même que chez TC Racing en F4 espagnol, exactement. Gabriel Gomez, c'est un pilote de 18 ans qui a peut-être qui est peut-être tenant du titre, en tout cas, enfin voilà, qui est l'un des top pilotes de karting depuis 1 ou 2 ans. Et donc voilà, Bondaref passe à côté de sa saison. Bah ouais, puisque vous voyez, on le voit même pas. Alors je crois qu'il est 24e, hein, mais ma capture d'écran enfin voilà, ne fait qu'on ne voit même pas Bondaref, le pilote Williams Junior, dans le top 23. Après voilà, Bondaref, il va quand même faire ses débuts en F4 italienne en fin d'année chez Prema. Oula, il y a une diapo que j'ai oublié d'effacer. Bref, on est à la fin de ce live. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. 18 ans en même temps, il attend quoi pour la monoplace? Du budget? Ouais, voilà, c'est le souci pour lui, malheureusement. À venir cette semaine, alors je ne pense pas, ne parlons pas de l'Okagi SVP. Ah, alors, je sais que Dries Van Langendonk a gagné, mais du coup, vu ta réaction, j'imagine que ton chouchou Schaufler ne s'est pas imposé. Euh, Évidemment, ce week-end, F1, F2, F3, Grand Prix d'Autriche. Je ne pense pas honnêtement faire de live preview puisque je pense qu'on va très vite tourner en rond et très vite faire des redites, etc. Il y aura un débrief après le week-end et probablement on fera des lives React, on fera des lives de la F2, de la F3, etc. Mais voilà, je ne pense pas qu'on fera de preview, j'en parlerai peut-être rapidement sur Twitter, mettre les horaires, etc. Donc, euh, donc voilà, ça peut être un week-end très spectaculaire avec la pluie, avec des conditions changeantes. On verra, ça peut être un week-end un peu fou en Autriche, donc on verra ce que ça donne. Et voilà, d'ici là, passez une excellente semaine à vous tous. Merci d'avoir été aussi nombreux sur ce live, ça fait vraiment plaisir. Voilà, vous êtes géniaux, je vous adore. Passez une excellente... Ah oui, il y a les track limits. Oh purée, à chaque fois j'oublie ça. J'adore le circuit de Spielberg, mais à chaque fois il y a quelqu'un qui me rappelle qu'il y a les track limits et que ça pose des soucis, et c'est vrai que c'est chiant. Bref, on verra ce que ça donne. En attendant, voilà, d'ici là, passez une excellente semaine. Voilà, une excellente semaine. C'est peut-être la dernière semaine de cours pour certains. Peut-être excellente semaine si vous passez les oraux au bac, si vous passez le brevet, etc. C'est peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais voilà, si vous êtes en révision, si vous avez toujours pas fini vos examens, force à vous. J'ai connu ça aussi dans ma jeunesse, il y a un an. J'ai connu ça. Non mais voilà, je fais l'ancien, mais voilà, force à vous. Et voilà, il y a un week-end de F1, F2, F3 qui vous attend à l'arrivée. Et voilà, les vacances d'été sont bientôt là. Passez une très bonne soirée, passez une très bonne semaine. Grand oral de FIG sur la F1 jeudi. Purée, c'est lourd. On pouvait pas choisir les trucs comme ça, mais c'est génial. En tout cas, force à toi, Tommy sur 17. Et voilà, d'ici là, passez une excellente semaine. Force à ceux qui passent les examens. Et voilà, excellente semaine, excellent week-end de course à vous tous. Allez, bonne soirée. Ciao.